Jean-Pierre Bibring nous fait ce plaisir aujourd'hui. Il va nous parler de Rosetta. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on entend parler, mais on ne sait pas trop. On a assisté évidemment en direct, presque en direct, à l'arrivée de Philae, mais maintenant qu'en est-il? Alors Jean-Pierre Bibring est très connu dans le domaine de la planétologie. Il est professeur à l'université Paris-Sud. Il est astrophysicien. Astrophysicien, m'a-t-il dit, mais enfin bon, je retiens astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Et son rôle précis quant à l'étude spatiale, il coordonne les programmes d'exploration spatiale du système solaire et des systèmes stellaires, exoplanètes, hein, à l'Institut spatial à l'IAS d'Orsay. Il est également responsable de programmes sur Mars. Alors j'ai une liste impressionnante de programmes pour lesquels il est responsable, en particulier l'expérience Oméga sur Mars Express, les modules Microméga sur ExoMars et Microméga sur Hayabusa. J'ai appris, parce que je ne suis pas ce domaine de très très près, que c'est une mission japonaise qui vient de partir, d'être lancée avec succès, et qui se dirige sur un astéroïde C. Donc je suppose qu'il ne doit pas être trop loin de nous, il doit être bien connu, on connaît tous. Ouais, et donc on va se poser, c'est ça? Exact. Formidable. Et quant à Rosetta, là, évidemment, c'est une manip en cours, vous le savez. Il est responsable, donc il est PI, hein, Prime Investigator, à la fois dans le domaine de l'imagerie avec le module Shiva qui est lui donc sur Philae, qui regarde et qui traque un peu tout ce qu'on peut traquer sur Tchoumi. Et il est... alors, en plus, vous savez, il y a plusieurs expériences sur Philae. Et donc, il faut des scientifiques qui coordonnent tout cela. Et il y en a deux. Il y a un Allemand et un Français. Et le Français est Jean-Pierre Bibring lui-même. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, après avoir vu ce petit papier, de savoir tout sur nos origines, d'en savoir un petit peu plus, parce qu'apparemment, ces gens-là semblent avoir des réponses, mais il y en a peut-être d'autres. Et peut-être que tu vas nous éclairer ce soir. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup d'être venu. Il y a pas mal d'entre vous que je connais. Je suis très content d'être là. À vrai dire, je suis à la fois content et pas très content parce que ce n'est pas la bonne date pour tout vous dire, parce que c'est un peu trop tôt dans la saison. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler... Moi, j'aurais été pour annuler et reporter. Mais... Ouais, bon. Vous en pensez quoi? Voilà, le problème de Rosetta, et vous allez être frustrés, c'est sûr, parce que voilà, on commence, ça démarre en fait. On n'a pas énormément de résultats. Et si vous venez, bien sûr, c'est pour avoir des résultats. Donc, je vais vous en dire un peu. Qu'est-ce qu'on entend? Et je vais vous raconter un petit peu la genèse pour qu'on est là, mettre un petit peu ça dans son contexte, vous expliquer où on en est à la fois sur Rosetta et sur Philae, et vous dire déjà quelques-uns des résultats qu'on a pu obtenir. Mais c'est vrai que pour l'essentiel, tout est à venir. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a une adresse électronique commode si vous voulez correspondre, parce que de mémoire d'homme, c'est toujours après que vous avez envie de parler et pas pendant, donc ce qui est dommage. N'hésitez pas à intervenir d'ailleurs pendant si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir après aussi et à correspondre si vous avez des questions particulières. Et donc, nous sommes le 3 mars. Et donc, on est encore quasiment le 2 mars à Kourou. Et c'est exactement l'anniversaire du lancement de Rosetta. Donc, Rosetta est parti exactement il y a 11 ans dans l'espace. Donc, c'est une expérience qui est ancienne, en fait, puisque, comme on va le voir, il a fallu la faire avant. Et donc, c'est une mission qui a été décidée par l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est une mission de l'ESA. En novembre 1993. Mais si la mission a été décidée en 1993, c'est qu'elle a été conçue avant, en fait, déjà, pour être proposée et finalement acceptée. Donc, vous voyez, on parle de quelque chose qui a plus de 20 ans, en fait, 20-25 ans. Et c'est vrai qu'un grand nombre d'entre nous travaillons sur Rosetta depuis cette époque-là. On n'a pas fait que ça, évidemment, mais on a quand même fait, il y en a qui n'ont fait que ça. Et deux mots pour vous expliquer un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché cette mission? Pourquoi on est arrivé à la mission Rosetta? Parce que pour comprendre un petit peu ce qu'on est en train de voir, c'est utile de voir le cheminement. Vous voyez, dès qu'on commence à parler de 25-30 ans, puisque je vais remonter à 86, on commence à être plus que commensurable avec l'âge du spatial lui-même. Hein. Le spatial,
Il avait démarré 20-30 ans plus tôt, mais pour la science, une petite vingtaine d'années. Donc, en fait, Rosetta fait partie de... Voilà, on pave, expérience après expérience, cette première phase d'exploration du monde qui nous entoure. On n'a plus le recul pour se rendre compte qu'on est vraiment dans cette première génération de découverte. Alors, ce déclencheur, je dis, c'est les survols de la comète de Halley. Et ça, il faut voir que ces expériences-là ont été absolument extraordinaires. Et donc, je vais prendre 2 minutes pour vous en dire 3 mots parce que, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. Il se trouve que tout le monde sait, ou à peu près pense savoir ce que c'est qu'une comète, parce qu'une comète, on a vu des dessins comme ça si on n'en a pas vu soi-même. En général, peu de gens ont vu ça. Il faut quand même des instruments pour voir ce genre de choses. Et on sait que les comètes, quand on les voit, c'est des objets bien particuliers, puisque s'ils s'appellent comètes, c'est parce qu'elles développent une coma, essentiellement, une chevelure en latin. Et c'est des dimensions énormes, on ne se rend pas compte, mais cette chose-là, la boule au démarrage, là, ça ici, c'est des millions de kilomètres. Donc c'est vraiment des grosses affaires. Et les comètes, ce sont des objets, je vais revenir là-dessus, qui sont essentiellement des tout petits blocs de glace qui ont été faits dans l'effondrement même du nuage, je vais revenir là-dessus, qui a donné naissance à l'ensemble du système solaire, et qui, pour des raisons dynamiques liées à l'évolution du système solaire, très tôt dans son histoire, ont été stockés dans 2 réservoirs. Ça fait partie des dessins qu'on trouve un peu à gauche, à droite. Si ça, c'est le système solaire avec le Soleil, les planètes internes, vous voyez ici la Terre et Mars. Et donc, vous avez ici Saturne, Jupiter et Saturne. Il y a au-delà de tout ça, donc vous voyez, à quelques, on va dire, au-delà de 10 à 20 unités astronomiques, donc assez loin malgré tout, un réservoir qu'on appelle le réservoir de Kuiper, parce que c'est le premier à avoir proposé qu'il y a tout un réservoir de tout petits objets. Bien sûr, on ne les voit pas au télescope comme un réservoir, parce qu'il y en a quand même s'il y en a énormément dedans, c'est quand même extrêmement ténu. Donc il se trouve que la comète dont on va parler aujourd'hui, elle vient de ce réservoir-là. Et si maintenant on augmente l'échelle et que tout ça vient ici, beaucoup plus loin, il y a un autre réservoir. Alors lui, il est à plus de 100 000 unités astronomiques, il est vraiment extrêmement loin, qu'on appelle le nuage de Oort, du nom de ce monsieur Oort, qui est mort il y a très peu de temps d'ailleurs, qui est un Norvégien, qui a imaginé cela. Et la comète de Halley fait partie d'ailleurs des comètes extraites de ce nuage. Alors pourquoi est-ce que... excusez-moi, j'ai un vieil ordinateur, mais... je vais y arriver quand même. De temps en temps, des noyaux cométaires donc, sont extraits de ces 2 réservoirs dont je viens de parler. Tant qu'ils sont dans le réservoir, à nouveau, c'est des objets de toute petite dimension, des fractions de kilomètres ou des quelques kilomètres maximum. Le plus gros d'entre eux qu'on connaît, c'est la comète de Halley. Elle fait 20 kilomètres, ce n'est pas très grand dans une dimension, on va dire à peu près le volume de Paris. Donc ce sont des tout petits objets qui ne sont pas du tout à l'échelle ici, ils sont beaucoup plus... ponctuel que ça, puisque je dis que ça, c'est 1 million de kilomètres. Et jusqu'en 1986, on n'avait aucune idée de ce que c'était que ces objets, parce qu'on n'avait jamais pu les voir. Le problème de ces objets, c'est que quand on les voit, c'est qu'ils sont très proches du Soleil, et donc la glace, parce qu'ils sont faits de glace essentiellement, se sublime, et donc ça fait ce grand nuage qui fait qu'on ne voit plus ce qu'il y a au centre. Et quand ils sont très loin, suffisamment loin pour que le Soleil ne les change pas, ne fabrique pas cette coma, ils sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Et donc, pour l'essentiel, on ne sait pas ce que sont ces objets cométaires, autrement qu'en analysant indirectement ce qui est un peu là-dedans. Et quand on analyse ça, parce qu'on a des moyens d'analyser à distance quand même, on s'aperçoit que ce qui domine là-dedans, c'est de l'eau, essentiellement de la vapeur d'eau. Et donc, on sait depuis très longtemps que les comètes, c'est des objets qui sont pour l'essentiel faits de glace, d'eau, avec d'ailleurs éventuellement d'autres composés sur lesquels je vais revenir. Et donc, en 1986, pour la première fois, une comète, qui est donc la plus grosse, la comète de Halley, dont je vous dirai d'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi elle s'appelle la comète de Halley, mais ce n'est pas le plus important ici, c'est des objets périodiques donc. Quand ils viennent du nuage de Oort, ce qui fait qu'ils vont être extraits du nuage pour replonger dans le système interne, ce sont des perturbations gravitationnelles. Et essentiellement, pour le nuage de Oort, c'est quand il y a des étoiles qui passent. Les distances sont tellement grandes que de temps en temps, il y a des étoiles qui passent pas très loin et qui vont modifier la trajectoire de certains d'entre eux en extrayant ces objets-là pour les mettre bien plus loin que notre système, et ça devient des objets interstellaires, et certains, au contraire, s'enroulent vers le Soleil. Mais quand ils font ça, ils peuvent changer de plan, et c'est comme ça d'ailleurs que Oort a repéré que c'était des objets différents. Au lieu d'être dans le plan d'écliptique, eh bien, en revenant comme ça, ils peuvent prendre à peu près n'importe quelle inclinaison, et c'est vrai que la comète de Halley, elle a une assez grande inclinaison. Et il se trouve que cette comète-là, donc, elle a une période de 76 ans. Donc elle était venue en 1910, et donc on savait qu'elle reviendrait en 1986. Pas mal d'entre nous étions déjà nés en 1986. Vous ne l'avez pas vu en 1986, essentiellement parce que la Terre n'était pas du bon côté par rapport au Soleil. On la voyait, alors il a fallu la voir en plein jour, on était de l'autre côté du Soleil. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Mais comme on savait qu'elle revenait,
eh bien, on a envoyé des sondes spatiales. Il y a eu 5 sondes spatiales qui ont été à son encontre, avec l'idée de pénétrer là-dedans pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Il y avait 2 sondes soviétiques, parce qu'il y avait encore l'URSS en 1986, 2 sondes japonaises et une sonde européenne qui s'appelait Giotto. C'est la première fois que l'Agence spatiale européenne envoyait quelque chose hors de l'orbite terrestre. Et l'idée, c'était d'essayer de regarder ce que c'est que ces objets-là. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on ne savait pas encore à l'époque fabriquer un système qui nous permettrait d'aller à la rencontre d'une comète et de freiner suffisamment pour prendre la même vitesse que la comète et suivre son mouvement, ce qu'on va faire bien sûr avec Rosetta. Donc on n'a pas pu faire un rendez-vous, ce qu'on a fait c'est des survols. Mais la vitesse du survol était tellement énorme, 67 km par seconde, qu'entre le moment où vous êtes là et le moment où vous êtes là, il y a 2 minutes. Donc il faut faire vite, donc c'est des expériences qui ont duré des minutes. Et quand on dit des minutes, c'est vraiment des minutes, parce que si vous allez tout droit en plus, très vite, si vous regardez devant vous, vous ne voyez plus rien. Les Soviétiques avaient donc choisi de passer relativement loin, si on peut dire, 10 000 km, ce qui est quand même pas très loin, c'est quand même bien plus petit que le point ici, mais à une distance quand même suffisamment grande pour qu'ils avaient fait une grande plateforme, bien que la plateforme faisait 150 kg, avec des instruments dessus, avec une caméra qui regardait toujours devant elle, et ils se doutaient bien qu'au fur et à mesure qu'ils avancent comme ça, le centre de brillance de la comète allait se déplacer, et ils avaient mis un système pour ramener le centre de brillance au centre en tournant la plateforme. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire 2 fois de suite un rendez-vous avec une plateforme qui a tourné. Et grâce à ça, on a pu avoir des images remarquables de cette comète et quelques analyses. Et grâce à ça, surtout, on a pu avoir la précision suffisante de la position. Ils sont arrivés exactement le 6 et le 9 mars, je me souviens, 86, pour que la sonde Giotto, qui arrivait 5 jours plus tard, puisse ajuster un peu. Elle a été stabilisée sur elle-même, c'est une petite sonde qui tournait sur elle-même comme ça, donc elle allait tout droit, pour qu'elle puisse viser au plus près. Et elle a comme ça visé à 600 km du noyau cométaire, en regardant toujours devant elle. Et ça a fait des expériences tout à fait remarquables. Les Japonais, ils s'intéressaient surtout à la queue magnétique, mais surtout les 2 sondes Vega et Giotto qui ont fait des choses importantes. Alors, pour la première fois, donc, pendant quelques minutes, on est passé là-dessus, et il y a eu une découverte extraordinaire. Alors, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de sonde américaine dedans, c'est pour ça que personne n'en a entendu parler, parce qu'on est quand même beaucoup moins bon qu'eux pour parler de ce qu'on fait, mais c'était peut-être parmi les plus beaux résultats jamais faits, parce que justement, on a découvert un truc auquel on ne s'attendait pas. Et je ne perds pas de temps par rapport à Rosetta, ce n'est pas que je vais remplir le temps, mais vous allez voir, tout est là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'on a trouvé? Ça, c'est l'image qui a été faite par la sonde Vega, la première qui est arrivée de ce noyau. Donc vous voyez, ça fait 20 km, on commence à avoir une bonne précision avec des jets qui partent comme ça. Et puis, le résultat le plus important, c'est celui qui est ici. C'est que voilà, on allait voir un noyau cométaire fait de 80% de glace d'eau, parce que c'était la bonne idée. Et si vous allez voir un truc de glace, vous attendez à ce qu'il soit blanc. Si le Mont Blanc est blanc, c'est que voilà. Et donc, c'est ça qu'on allait voir. Donc, tout le monde s'attendait à voir un objet extrêmement brillant. Surtout que le complément, c'était des molécules carbonées, on savait. Et la grande question qui se posait à l'époque, c'était est-ce que les composés carbonés vont être essentiellement CO2 ou CH4? Est-ce que c'est oxydant ou réducteur? Un mot là-dessus, d'ailleurs, parce que ça a à voir un petit peu avec ce que je vais raconter après. On sait bien que dans les molécules du vivant, il y a du carbone, il y a des chaînes carbonées. Et on ne sait toujours pas, aujourd'hui, comment on est passé des molécules d'origine à ces macromolécules qui font l'ADN. Mais il y a des gens, depuis les années 50, qui ont fait des simulations. Vous prenez un réservoir, vous mettez des petites molécules dedans, en pensant simuler ce qu'était l'atmosphère primitive de la Terre. Vous mettez de l'énergie dedans, vous simulez des éclairs, de l'ultraviolet, tout ça. Et puis vous regardez si vous arrivez à fabriquer des macromolécules. Et le résultat, c'est que oui, vous en fabriquez d'ailleurs trop quelque part. Mais l'idée, c'était qu'on en fabrique plus si on part de CH4 que de CO2. C'est-à-dire que si on part de quelque chose de réducteur plutôt que d'oxydant, c'est plus efficace pour fabriquer des acides aminés. Presque trop. Et donc les gens s'est dit, tiens, est-ce que dans notre matériau de départ, est-ce que c'était plutôt du CH4 ou du CO2? Et quand on regarde le système solaire aujourd'hui, on s'aperçoit que Vénus a une atmosphère où c'est le CO2 qui domine, 96 bars de CO2. Mars, c'est pareil d'ailleurs, c'est le CO2 qui domine. Et la Terre, où il n'y a plus de CO2, c'était du CO2, simplement le CO2 en équilibre avec l'eau s'est transformé en carbonate. Chaque fois que vous voyez du carbonate sur cette planète, c'est notre réserve de CO2 initiale. Donc c'était le CO2. Mais quand on regarde les planètes externes, c'est le contraire, c'est du CH4 qu'on voit là-bas. Et donc la question, c'est est-ce que c'est nous qui avons transformé le CH4 en CO2 ou est-ce que c'est eux qui ont transformé le CO2 en CH4? C'est un peu ça les questions que les gens se posaient. Et on se disait, puisqu'on allait voir une comète qui s'est formée loin, a priori, et on va voir pourquoi elle s'est formée loin, eh bien on verra bien si c'est CH4 ou CO2. Et ça nous donnera... Bon, c'était ça le genre de questions que les gens se posaient. Donc, on fabrique les instruments, on part, et qu'est-ce qu'on observe? On observe que le noyau de la comète de Halley, c'est l'objet le plus sombre du système solaire qu'on n'avait jamais vu. C'est plus sombre que ça si c'était noir. C'est incroyablement sombre, 3% d'albédo, 3-4% d'albédo. C'est 3 fois plus sombre que les régions les plus sombres de la Lune. Personne ne s'attendait à ça. Et donc ça, c'était... Pardon. Ça a été extraordinaire parce qu'en même temps,
on a pu démontrer qu'effectivement, c'est bien dominé par de la glace d'eau. Il y a bien 80% de glace d'eau là-dedans. Ça, c'est un spectre qui a été fait par un instrument qui s'appelle IKS sur les sondes Vega. C'est un spectre infrarouge, donc je ne vous demande pas de lire tout ça, mais c'est des spectres de toutes les bandes que vous voyez ici en émission, c'est des composés différents. Et la grande bande ici, c'est H2O. Donc on voit qu'effectivement, il y a bien de l'H2O. Mais alors, comment ça se fait qu'un objet fait de glace soit si sombre? C'était ça, bien sûr, la question. Et le résultat est ici. C'est qu'en fait, les composés carbonés que l'on recherchait sont ni CH4 ni CO2 d'une manière dominante. Ce n'est pas ça qui domine. Ce qui domine, ce sont des molécules dont on a réalisé seulement à ce moment-là qu'elles sont tellement importantes. Ce sont des molécules extraordinairement absorbantes, riches de carbone, piégées dans la glace. Et elles sont tellement absorbantes qu'elles font que la glace est noire. De quoi sont-elles composées? On n'en sait rien, puisqu'on avait évidemment, personne n'avait, même si tout le monde dit je savais, non bien sûr, personne n'avait envisagé ça, donc on n'avait pas les instruments pour le savoir. Vous voyez par exemple sur ce spectre, non pas sur celui-là décidément, ici il y a une bande qu'on avait appelée CHX à l'époque, parce qu'on voyait qu'il y avait une grande bande d'émission. Ici ce n'était pas du méthane, il y avait du CH avec un gros radical, mais probablement c'est des polymères qui sont faits là-dedans. Il y a entre autres des expériences où on récupérait des grains pour les analyser, ce qu'on appelle PUMA, peu importe. Ça, c'est un spectre de masse maintenant. Ça correspond à la masse de certains constituants. Et c'est très intéressant parce que c'est ça qui a mis en évidence ce qu'on appelle les chons, c'est-à-dire des particules qui n'ont que 4 atomes. Vous avez des grains qui n'ont que 4 atomes, C, H, O et N, c'est-à-dire les constituants de la matière organique. La moitié de la matière solide n'est que de la matière organique dans ce noyau cométaire. Et là, j'ai mis quelques agrandissements, décidément. Quelques agrandissements pour que ceux que ça puisse intéresser le voyez. En masse, vous voyez, ici il y a la masse 12, la masse 16, etc. Vous avez tous les hydrogènes, etc. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, un peu de silicium et vous pouvez avoir éventuellement des silicates. Ça, c'est la cible que l'on avait dessus. Donc, on a effectivement des silicates, mais même les silicates, ils ont ces grains en plus. Ils ont une coque organique autour. Et donc, ça a été vraiment le grand résultat. Le meilleur équivalent que j'ai pour ce genre de choses, que je donne toujours, c'est que quand vous faites de la cuisine, certaines ou certains d'entre vous doivent le faire, sur votre brûleur de cuisinière, si vous mettez de la graisse, du beurre, de l'huile ou n'importe quoi, transparent, à force de le chauffer, eh bien, vous faites effectivement ce que les chimistes appellent du cracking, vous virez l'hydrogène, vous polymérisez environ l'hydrogène, vous faites des grandes chaînes réfractaires, très sombres, tout le monde le sait. On ne peut pas les dissoudre, ce n'est pas au PEC que vous le virez. Ah, c'est enregistré, alors tu vires PEC. Et donc, il faut frotter fort pour que ça parte, parce que c'est très stable et c'est absolument indélébile. Donc, ce sont ces molécules-là qui sont contenues. Elles sont tellement sombres que parsemées dans la glace, elles font que la glace est noire. Et c'est là, tout d'un coup, qu'on a réalisé un truc que personne n'avait vraiment, dont personne n'avait pris la mesure. Qu'est-ce que c'est qu'une comète? C'est un objet de glace qui s'est formé très tôt dans l'histoire du Soleil, avant même que le Soleil ne se forme, d'ailleurs, dans l'effondrement de ce nuage. Et on va le voir suffisamment loin, il faisait froid, et à ce moment-là, ce qui va dominer comme matière solide, c'est la matière solide la plus abondante qui se trouve être la glace d'eau, parce que la molécule d'eau est une molécule extraordinairement abondante dans l'espace, et dès qu'elle est dans un environnement où il fait suffisamment froid pour que la glace soit stable, eh bien ça va être la matière qui va dominer du point de vue de la matière solide. Et donc les comètes se sont faites très loin du Soleil, enfin très loin, disons à peu près où est Jupiter aujourd'hui. Et dans cette matrice de glace, elles ont emprisonné tout ce qu'il y avait de disponible. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre de disponible? Il y avait tous les produits qui sont faits dans l'effondrement de ce nuage. Et c'est là tout d'un coup qu'on a réalisé qu'un nuage, les fameux nuages moléculaires, quand vous regardez la Voie lactée, il y a des endroits tout noirs, ce n'est pas des endroits où il n'y a rien, c'est au contraire, il y a des endroits où il y a des nuages tellement denses que vous ne voyez pas les étoiles derrière. Ce sont des nuages en train de s'effondrer qui vont donner naissance à des étoiles. Mais quand on les voit comme ça, que ce soit d'ailleurs à l'œil ou au télescope, c'est des faibles densités, 10 puissance 4, 10 puissance 5 molécules par centimètre cube. Là, on parle de la fin de l'effondrement. Et quand on est dans la fin de l'effondrement, et on a réalisé que les comètes ont échantillonné un nuage moléculaire en fin d'effondrement, on se récupère le produit d'une synthèse moléculaire tout à fait particulière, dont on n'a pas d'idée de ce que c'est comme synthèse, on ne connaît pas le processus par lequel, mais on a eu cette idée que probablement ces macromolécules-là, formées dans cet effondrement-là, piégées dans la glace des comètes, ont pu avoir un rôle très important. Pourquoi? Ce que j'ai dû mettre après, mais vous n'êtes pas obligé de lire, surtout pour que je me souvienne un peu de ce que je dois vous raconter, que j'ai fait ça. L'idée, c'est qu'ensuite, ces objets-là, pour des raisons qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, ils ont bien sûr voyagé dans le système solaire, ils sont arrivés entre autres sur la Terre, c'est de là qu'on a notre eau, bien sûr. L'eau qu'on a ici provient de la glace externe, mais que l'eau viennent de la comète quelque part, c'est toujours la molécule H2O, c'est rigolo, mais pas plus. Quand je vous dis que dans un litre d'eau, il y a 3 verres de comète, bon, ben voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que parce que ça vient des comètes, ça a amené aussi de la matière organique, et on est à peu près convaincu que maintenant, cette matière organique, ensemençant nos océans,
a été à l'origine de l'émergence du vivant, donc ce dont on va parler beaucoup ici aujourd'hui. Donc c'est de là qu'est venue cette idée-là. En 86, tout d'un coup, on a réalisé qu'on aurait dû y penser avant, mais en tout cas, on y a pensé à ce moment-là. Les comètes ont quelque chose de tout à fait particulier. Elles ont bloqué un des ingrédients qui a pu être fondamental après pour l'émergence de la vie, en tout cas sur Terre. Et donc, est-ce que ça ne serait pas le fameux chaînon manquant que l'on cherche depuis tout le temps du passage de l'organique au vivant, c'est-à-dire ces molécules-là dont le vivant a eu besoin pour fabriquer ce qui était venu effectivement des organismes vivants. Et la deuxième question sur laquelle je vais intervenir, enfin je vais parler un petit peu plus après, c'est cette question-là, c'est que supposons qu'effectivement, on n'en est pas là encore, vous allez bien sûr voir, qu'on arrive à identifier ces molécules-là pour recréer en laboratoire le processus qui, à partir de ces molécules, peut aller jusqu'au fameux coacervadoparine et des cellules à un moment donné. Est-ce que la fabrication de ces molécules dans l'effondrement d'un nuage, est-ce que c'est un processus très générique dans l'univers, tout nuage qui s'effondre va donner naissance à ça, ou est-ce que c'est très particulier à notre propre nuage? Et là, on va toucher à une question que j'aime bien tripoter, sur laquelle on va revenir un petit peu aujourd'hui, qui est ce grand problème de l'unicité ou pas du vivant, de l'unicité de tout ce que nous sommes ici. Est-ce que ce qui a conduit à ce que nous sommes, en particulier la Terre telle qu'elle est, ce qu'elle porte, est-ce que ce sont des choses extraordinairement répandues dans l'univers, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas maintenant de plus en plus l'idée qu'il a fallu une succession de processus qui sont très particuliers à notre propre système, et que pour ce qui est du vivant lui-même, on a eu besoin de molécules, non pas des petites molécules qu'on trouve partout, CH4CO2, H2CO, tout ce que vous voulez, mais une synthèse de molécules très particulières qui ont pu ensuite permettre aux vivants d'émerger. Donc voilà, ça c'est ce qui est sorti des années 80 de cette exploration, c'est pour ça que je vous dis. Et donc à la fin des années 80, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, c'est quoi l'étape suivante? On a loupé le coche quelque part, parce qu'on est passé en 2 minutes prendre un nuage sans même mettre les bons instruments, mais quand même, grâce à ça, on a réalisé d'un truc fondamental, ce que peuvent représenter les comètes comme potentiel de savoir, et on s'est dit, ben voilà, l'étape suivante, c'est d'aller sur un noyau de comète, prendre quelques kilos de tout ça, ramener ça au labo et analyser. Parce qu'on s'est dit quand même, on ne le fera jamais aussi bien sûr qu'ici, ramener sur Terre du matériau cométaire. Et les deux grandes agences de l'époque, NASA et ESA, d'ailleurs les soviétiques sont mis aussi, ont décidé de faire cette mission qui s'est appelée CNSR, qui est l'acronyme de Cometary Nucleus Sample Return, retour d'échantillons d'un noyau cométaire. Et donc c'est une mission qui a été faite essentiellement conçue entre la NASA et l'ESA, à partir de la fin des années 80. Et bien sûr, il s'est passé ce qui se passe toujours, c'est-à-dire que la NASA, sans passer un coup de fil, a décidé de partir. Et donc, on s'est retrouvé à l'ESA incapable, dans les budgets alloués à ce genre de choses, de faire tout ça. Comme on l'a vu, c'est déjà pas simple de se poser sur un noyau cométaire. Mais si une fois qu'on s'est posé, il faut prélever de la glace, mettre tout ça sur une capsule, une fusée à 2 étages pour repartir et rentrer sur Terre, c'est une autre affaire. Donc on a décidé qu'on n'était pas capable de faire ça. Et donc c'est comme ça qu'est née la mission Rosetta. En se disant, puisqu'on n'est pas capable d'aller sur place, de prendre un échantillon, de le ramener, ben on va faire l'inverse. On va fabriquer un laboratoire qu'on va envoyer là-bas. Et la mission Rosetta, c'est ça. C'est fabriquer le laboratoire capable d'aller analyser là-bas. Ce qu'on aurait préféré faire ici, bien sûr, mais dans les meilleures conditions possibles, dans les technologies d'il y a 20 ans. Et donc, l'ESA a décidé de faire cette mission, je vous ai dit, en novembre 1993, une fois qu'on l'a convaincu de tout ça, donc ça a pris quand même quelques temps. Et dans les budgets alloués à ce genre de mission, je ne vais pas être long parce que ce n'est pas ça le but essentiel, il n'y avait pas de quoi pour l'ESA de fabriquer le laboratoire lui-même. Le laboratoire n'a pas été, et j'insiste là-dessus, un véhicule de l'ESA, et ce n'est toujours pas un véhicule de l'ESA, parce que l'ESA avait décidé que... vous savez, quand l'ESA fait une mission, ça veut dire quoi que l'ESA fait une mission? Elle décide d'un objectif, par exemple on va sur Mars, ou on va sur une comète, donc elle se charge de la mission, elle fabrique le satellite qui va aller bien, elle va se payer la fusée qui va bien, elle va se faire les opérations qui vont bien, mais tout ce qui sont les mesures, c'est-à-dire les instruments qui vont permettre de faire les mesures, ça c'est pas l'ESA. Il y a un appel d'offres, tout le monde a le droit de répondre à l'appel d'offres, et il faut se faire payer par ses propres agences. En général, c'est les agences spatiales de son pays. En France, c'est le CNES qui nous paye pour faire de l'instrumentation, en Italie, c'est l'Asie, etc. Eh bien, ils ont décidé que le lander serait aussi fait sous cette forme-là, sous forme d'un instrument. Ça s'appelait un SSP, qui veut dire Surface Science Package. On avait le droit de proposer un SSP. On avait 45 kilos, et à charge pour nous de dire, voilà, on a envie de faire ça. Et donc, on s'est retrouvé à un petit nombre d'avoir fait une proposition. Moi, j'avais fait une proposition avec le CNES. Il y a des Américains qui ont fait avec JPL, il y a des Allemands qui ont fait avec le Max Planck, et puis il y en a eu d'autres, en fait. Et au bout d'un moment, Roger Bonnet, qui dirigeait l'agence spatiale du point de vue scientifique, c'était le directeur scientifique de l'agence de l'époque, a dit « c'est un peu idiot quand même, vous ne voudrez pas essayer de travailler ensemble ». Donc il nous a réunis à Paris dans une salle le matin avec l'idée que le soir,
on serait tous ensemble. Et le résultat, c'est que le soir, on n'a pas été tous ensemble. Nous, on a fait équipe avec les Américains parce qu'en fait, ça marchait très bien. Donc le CNES et JPL ont travaillé ensemble. Donc, je me suis retrouvé à la tête d'un truc qu'on a appelé Champollion, évidemment. Vous pouvez imaginer pourquoi. Mais les Allemands n'ont pas voulu travailler avec nous. Et donc, on a décidé, on a développé en parallèle 2 choses en compétition. Tout d'un moment, l'ESA a dit, mais attendez, c'est un peu idiot que vous soyez en compétition. Allez, au lieu de donner 45, je vous donne 90 kilos, les 2 partiront. Donc tout d'un coup, on avait chacun 45 kilos. Mais à dire vrai, personne ne rentrait dans 45 kilos. C'est très difficile de faire un truc pour aller se poser sur un eucométère dont on n'avait pas d'idée de ce que c'était, en amenant les instruments et tout. Bon. Enfin bref, on a essayé, on a travaillé un peu. Et bien sûr, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que les Américains, toujours sans passer un coup de fil, ont décidé de partir. Et donc on s'est dit, là, on a une chance, parce que maintenant qu'il n'y a plus d'Américains, on peut quand même créer les conditions pour que tous les partenaires européens travaillent ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Philae. Philae, c'est la reconstitution qu'on a fait, donc ça devait être en 1995, quelque chose comme ça, de toutes les bonnes volontés qui en Europe voulaient travailler sur cet engin qui ne s'appelait pas Philae à l'époque, c'était un lander tout bête. Et il y a 3 agences principales qui ont travaillé là-dessus, qui sont donc l'Asie italienne, les Allemands, le Max Planck et le CNES français. Le Max Planck a ensuite laissé la place au DLR. Et c'est comme ça qu'on a construit Philae comme un engin. Alors on a bien sûr récupéré les 90 kilos qui sont devenus 100. Et c'est pour ça qu'il y avait 2 responsables scientifiques et que je suis l'un des 2 depuis cette époque-là. Et donc Philae lui-même a 10 expériences à son bord, vous allez voir, et est comme la 11e expérience de Rosetta, parce que ça a été vendu comme une expérience. Donc quand on dit, et on a été bien sûr d'accord quand on les a dit, l'ESA s'est posé sur une comète le 12 novembre dernier, non, l'ESA ne s'est pas posé sur une comète. C'est nous, on a créé un consortium avec des agences, avec des laboratoires, des industriels. Par exemple, il n'y a pas de prime. Là. Quand c'est une agence, il y a toujours un qui est vraiment le maître d'œuvre industriel. Il n'y a pas de maître d'œuvre industriel, c'est nous qui avons fait ça. Mais bon, c'était de très bon cœur qu'on a accepté ça. On leur a dit d'ailleurs à l'ESA, on veut bien que vous disiez que l'ESA se pose à une seule condition, c'est que si ça ne marche pas, c'est vous aussi. Et bon, il n'y a pas eu besoin, heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'idée de base de tout ce développement, c'est qu'on voulait donc aller se poser sur un noyau cométaire, mais avant que le Soleil ne le transforme. Puisque l'idée, c'était d'avoir accès à la composition du matériau avant même qu'il puisse être un... Bon, le Soleil, ça ne fait pas grand-chose, mine de rien, mais quand même, on voulait... Donc, on voulait se poser loin. Et se poser loin, on avait choisi arbitrairement une distance de 3 unités astronomiques, 3 fois la distance Terre-Soleil. Pourquoi? Parce que quand on regarde les comètes, c'est à peu près, vu l'équilibre thermique, à 3 unités astronomiques, l'eau n'a pas encore commencé vraiment à se sublimer, c'est pas encore une grande... Donc, c'est des conditions qui nous paraissent bien. Mais bien sûr, la contrepartie, qui est d'ailleurs l'intérêt de ce jeu, si on veut aller loin, c'est pour qu'il fasse froid. Mais s'il fait froid, c'est que c'est très compliqué à faire. Et donc, on s'est retrouvé à devoir faire quelque chose qui était extraordinairement compliqué. Il y avait un nombre de défis, je vais vous en donner quelques-uns, mais vous allez voir, les défis technologiques de ce truc-là sont absolument énormes. Parce que pour l'essentiel, la température, là-bas, c'est entre moins 150 et moins 170. Et faire travailler des systèmes à ces températures-là, personne n'a jamais fait. Et par exemple, vous allez voir qu'on a développé des caméras, celles qui vont des images que vous avez vues, les caméras que nous, on a faites, et bien ces caméras-là, elles travaillent à moins 150. C'est-à-dire que c'est une matrice CCD comme vous avez sur votre téléphone, sauf que ce n'est même pas une matrice CCD sur votre téléphone, mais enfin bref, mais à moins 2 degrés, tout s'arrête chez vous. Et nous, il faut travailler à moins 150. Donc ça suppose des technologies un peu particulières, avec très peu d'énergie, vous allez voir. Donc il y a eu beaucoup de R&D qu'on a faites, etc. Là, j'ai fait, ce n'est pas pour vous non plus, une liste un petit peu de tous les défis pour que vous vous rendiez compte. D'abord, c'est un véhicule qui doit être autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est largué, il faut tout faire. Donc c'est un véritable véhicule en soi, qui va descendre, il faut arriver à se descendre, se poser, puis après, il faut tous les systèmes à bord d'énergie, de communication, il faut faire travailler les instruments, il faut un ordinateur, enfin, il faut tout faire. Il faut se poser sur un objet dont la caractéristique principale, c'est qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. On ne savait pas s'il allait être mou, dur, est-ce qu'il faut se mettre avec des raquettes ou au contraire avec des... On n'avait aucune idée. Et donc, il fallait avoir un système qui, après tout, se prête à tout. Et d'ailleurs, on a vu qu'il fallait vraiment qu'il se prête à tout. Il fallait être loin du Soleil, il fallait effectivement... il a fallu faire ça très rapidement, mine de rien, parce qu'entre la décision... donc 93, le temps qu'on s'organise, c'était 94-95, et le lancement était prévu pour début 2002, c'est-à-dire qu'il fallait tout livrer en 2001, donc on avait 5 ans devant nous. 5-6 ans pour fabriquer, non pas un instrument, mais 10 instruments, avec tous les systèmes qui vont autour, c'était comme ça. Et donc, on avait un grand problème avec l'énergie. Vous allez voir, je vais tout de suite vous donner quand même quelques ordres de grandeur pour vous réaliser. On a donc, en tout, ça fait une centaine de kilos.
On a beaucoup d'instruments à l'extérieur qui vont travailler à cette température parce qu'il n'y a pas le choix. Mais une partie de notre électronique, avec l'ordinateur central, etc., ça ne tient pas à ces températures-là. Ça tient jusqu'à des températures, nous, qu'on a qualifiées à moins 65, ce qui est déjà pas mal, avec une marge de 10 degrés, donc moins 75 degrés. Mais déjà, mettre un ordinateur à moins 75, ce n'est pas simple. Mais on a un compartiment à l'intérieur qui fait 40 kg, et ce compartiment de 40 kg, il faut le chauffer d'une centaine de degrés. Donc vous imaginez déjà 40 kg à chauffer de 100 degrés. Après, on a quoi d'autre? On a énormément de systèmes. On a une foreuse, par exemple, parce qu'on va aller chercher, non seulement on veut être sûr que le soleil ne change rien, mais on veut essayer quand même de prendre des choses dans la sous-surface pour être sûr qu'il y a vraiment le matériau qu'on a, c'est celui qui était là il y a 4,6 milliards d'années. Donc on a une foreuse, 30 cm. Mais si vous voulez forer dans 30 cm dans quelque chose que vous ne savez pas, vous êtes obligé de prendre le pire, donc on a supposé qu'on allait avoir à forer dans du béton. Alors si vous allez vous acheter au BHV une foreuse dans 30 cm dans du béton, vous allez prendre quelques centaines, pour ne pas dire quelques milliers de watts. On a, dans les 10 instruments qu'on a, 2 hautes tensions, on monte à 10 000 volts, on a 7 caméras, 2 microscopes optiques, enfin bon, on a un très grand nombre de trucs, un magnétomètre, on a des systèmes de déploiement, etc. Et bien pour faire tout ça, chauffer les 40 kg de 100 degrés, pour faire tout ce que je viens de dire, on a une puissance équivalente qui est à peu près la moitié de la petite lampe que vous avez dans votre frigo. Vous savez, dans votre frigo, vous avez une petite lampe de 18 watts, on a la moitié de ça. Notre foreuse, par exemple, elle a 2 watts. Avec 2 watts, on va forer 30 cm dans du béton. Bref, il a fallu développer des vraies technologies, c'est-à-dire des choses qui ne se trouvent pas sur étagère. Et c'est ça qu'on a fait à l'époque, c'est quand on dit des défis technologiques. Donc, et puis en plus, il fallait quand même fabriquer un système qui avait une bonne chance quand même d'aller viser et se poser. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il a fallu faire très vite pour sélectionner, mais vous allez voir si on a le temps, pour sélectionner le site, par exemple, entre le moment où on a commencé à voir cette planète, cet objet, qui n'est pas une planète, et le moment où on a choisi le site, on avait 6 semaines. Sur Mars, on a des années pour choisir avec toutes les données, etc. Il a vraiment fallu travailler vite et beaucoup. Donc voilà, tout ça pour ce premier objectif que j'appelle ici le chaînon manquant. Vous voyez pourquoi lié à ces affaires-là. Mais décidément, je vais rester 2 minutes aussi sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est qu'entre le moment où on a décidé, parce que c'est 25 ans, et le moment où on arrive, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Si bien que le contexte dans lequel les données sont traitées actuellement, c'est un contexte qui a totalement changé en fait sur notre compréhension de ce que c'est que le système solaire. Le système solaire, dans les années 80 et aujourd'hui, ce n'est pas le même système solaire en fait. Parce qu'entre-temps, on a envoyé des sondes pour le comprendre. Donc notre compréhension a beaucoup évolué et je vais là essayer d'être rapide, mais c'est des choses qui me semblent très importantes pour comprendre un peu ce qu'on fait avec Rosetta. En 20 ans, s'il y a vraiment un mot à retenir, c'est le mot de diversité. Personne n'avait imaginé, il y a 20-25 ans, qu'on découvrirait un système solaire dans un état de diversité comme il est aujourd'hui. Alors certains d'entre nous se souvenons de ce qu'on disait il y a 20 ou 30 ans, sinon allez dans les livres et vous verrez un peu, c'est incroyable. Il y a 30 ans, on démontrait encore que la Terre est ronde, dans les bouquins dits de cosmogonie. Bon, aujourd'hui, on ne s'amuse plus à faire ça. Mais il faut voir que les choses ont été assez rapides, mine de rien. Alors voilà, ça c'est une vision très rapide bien sûr de ce qu'on a obtenu depuis une trentaine d'années et je ne vais pas rester là-dessus parce que tous ces objets-là vous paraissent familiers. Mais il faut voir qu'à l'époque c'était pour l'essentiel des points non résolus sur une planète. La Terre était une masse infinie sous nos pieds, etc. Bon. Bref, incroyable diversité de tous ces objets. Quand je dis une diversité, ce n'est pas que la Terre est différente des autres, c'est que la Terre est différente de Mars qui elle-même est différente d'eux. Ils sont tous différents là-dedans. Quand on voit la Terre, je pourrais rester 3 heures là-dessus parce que ce que je ne veux pas faire. La couverture océanique, par exemple, le fait qu'il y ait des océans sur Terre. Il y a 20-30 ans, les gens étaient convaincus qu'il y a de l'eau liquide partout. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a cette idée qu'il y a de la vie partout, et comme la vie et l'eau, c'est lié, s'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout. Puis la molécule d'eau, on la voit partout. Et on n'avait pas pris la mesure de ce que veut dire avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète d'une manière pérenne. Je vais revenir là-dessus, mais c'est quelque chose d'ahurissant. Eh bien, le fait qu'on ait des océans à la surface d'un objet planétaire, on sait que c'est le seul dans le système solaire. C'est peut-être le seul qui a jamais été, d'ailleurs, dans le système solaire. C'est même pas que les autres ont disparu. Parce que c'est compliqué, je vais vous dire 2 mots de la manière dont l'eau est arrivée sous forme d'océan sur Terre, mais on commence à réaliser que ce n'était pas trivial du tout. Et bien sûr, c'est tout à fait nécessaire aux vivants. La couverture nuageuse, c'est quelque chose d'ahurissant ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont blancs les nuages? Parce qu'on est à l'extérieur et qu'ils renvoient de l'énergie. Si vous avez un cumulus, il renvoie 50% de la lumière solaire qu'il reçoit à peu près. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faisait à peu près beau, hier, il faisait pas beau, on a l'impression que ça va, ça vient. Vous augmentez de 10% la couverture en nuages, vous avez 5% d'énergie en moins. 5% d'énergie en moins, c'est considérable. Si bien que la couverture nuageuse terrestre, c'est quelque chose qui est stable, non pas à l'échelle de la semaine ou du mois, à l'échelle du million, voire du milliard d'années. Or, quand vous regardez la Terre,
Vous comparez la Terre aux autres planètes. Vénus, c'est 100% de nuages. Et 100% de nuages tellement opaques que si vous étiez à la surface de Vénus, vous ne savez même pas que le Soleil existe. Donc c'est vraiment très opaque. Les autres planètes, c'est à peu près 0% de couverture en nuages. Un peu de nuages sur Mars le soir qui repartent le matin. Sur la Terre, c'est à peu près du 50-50, c'est 40-60, mais c'est pareil. Et stable sur le temps. Eh bien, vous savez qu'on ne sait toujours pas pourquoi c'est comme ça et comment c'est comme ça. Pour faire un nuage, ce n'est pas là-dessus que je vais parler ce soir, mais c'est très compliqué. Il ne suffit pas d'avoir de la vapeur d'eau que vous passez à 0 degré. Il faut des germes de nucléation. On ne sait toujours pas sur quoi ça se nuclée, les nuages terrestres. Et si je dis ça, simplement pour susciter chez vous quelques interrogations intéressantes, parce que c'est le problème majeur du global change, du chauffement climatique actuel. C'est qu'actuellement, plus nous mettons du CO2 dans l'atmosphère par notre énergie, plus on chauffe. Si on chauffe, on évapore plus, donc une grande fraction de la vapeur d'eau passe dans l'atmosphère. Et donc, c'est un effet divergent, parce que plus vous chauffez, plus vous mettez du gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau. Le seul espoir, si on peut dire, pour lequel l'augmentation se met un petit peu à baisser, c'est qu'une fraction de la vapeur d'eau se convertisse en nuage, puisque le nuage, c'est à la fois un objet à effet de serre, bien sûr, il bloque l'infrarouge, mais aussi il réfléchit la lumière solaire. Eh bien, on ne sait toujours pas si ça peut marcher, et comme on ne connaît pas le processus, on ne sait pas si la constante de temps qu'on a maintenant, qui est de l'ordre de 10 ans, est suffisante, suffisamment longue, pour permettre au système de se mettre en place. Bref, ce n'est pas des questions ça. Eh bien, voilà, on commence à prendre conscience du fait que la Terre a énormément de spécificités de ce point de vue-là, mais à nouveau, l'atmosphère d'une manière générale. Donc voilà, on voit que c'est unique maintenant. On ne sait pas l'échelle. Est-ce que c'est l'échelle du système solaire interne, de tout le système solaire, voire de la galaxie, voire de l'univers? On ne sait pas où c'est. Et bien sûr, le vivant, pareil. Et si je n'insiste pas, parce que je n'ai pas le temps de tout dire ici, mais ça me tient là, pour le coup, tout à fait à cœur, c'est que cette idée de savoir s'il y a pluralité ou pas des mondes, c'est une idée absolument... On pourrait faire un jour un truc que là-dessus, sur la pluralité des mondes. Le concept de pluralité des mondes, il est antique, bien sûr. Si vous allez Démocrite et Épicure, Épicure a écrit des livres, un livre, enfin des lettres extraordinaires dans une petite collection de 2 €, qui s'appelle Librio, que vous avez dans tous les kiosques. Achetez le petit Librio sur Épicure. Il y a 3 lettres, dont une lettre à Hérodote. Ça coûte 2 €, hein, donc là, je peux faire de la publicité. Et il démontre pourquoi il y a nécessairement de la vie partout dans l'univers, que la vie est forcément... C'était incroyablement hérétique par rapport à ce qui est arrivé après, bien sûr. Bon, Ptolémée a arrêté tout ça, le monothéisme en a rajouté 3 couches, et donc il a fallu attendre 1543 pour que la Terre ne soit pas unique. Et pendant 2 millénaires, il a fallu oublier ce qu'a dit Épicure. Il a fallu que Copernic, l'année de sa mort, tellement c'était hérétique, propose cette idée que, contrairement au chèque de tout à l'heure... D'ailleurs, ce n'est pas juste de dire, bien sûr, que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre et le Soleil tournent autour du centre de gravité du système, bien sûr. Mais bref, c'est quand même bien que la Terre ne soit pas centrale. Mais il a fait ça en 1543, l'année de sa mort. Et il y a un monsieur que je trouve absolument remarquable, qui est né 5 ans après que Copernic soit mort, en 1548, qui s'appelle Giordano Bruno, qui a passé ça à un cap supérieur, qu'il a dit, lui, en plus de ça, non seulement Copernic a raison, il a dit cette chose que je trouve incroyable. Tous les petits points qu'on voit la nuit, les étoiles, et le Soleil sont de même nature. Le Soleil est une étoile, les étoiles sont des soleils. Quand on voit ce qu'il a fallu pour réaliser que le Soleil est une étoile, c'est quand même pas mal. Mais bien sûr, il a dit quoi à ce moment-là? Il a dit, mais puisqu'il y a des planètes et la Terre autour du Soleil, autour de tous les petits points que je vois, il y a des étoiles, ce qui sont des étoiles, il y a des planètes et des terres. Et comme à l'époque, l'univers était infini dans l'espace et dans le temps, il y a une infinité de mondes. Et donc, il a proposé, il a repris le concept de pluralité des mondes, cher à Épicure, pour proposer ça, qui, hélas, n'est toujours pas dans Wikipédia, parce que quand vous tapez pluralité des mondes, vous ne tombez pas sur Giordano Bruno, ce qui m'énerve, parce qu'en 1593, il a été dénoncé, procès de l'Inquisition, il a été brûlé vif le 16 février 1600, 33 ans avant le procès de Galilée, pour avoir dit ça. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment des vrais combats. Et donc il a introduit cette notion de pluralité des mondes, avec cette idée que la Terre ne peut pas être centrale et qu'il y a forcément de la vie partout dans l'univers. Eh bien, 4 siècles de physique, pour l'essentiel, ont assis cette idée-là. Et quand vous voyez progressivement Galilée qui montre que le mouvement n'est pas qu'ici, qu'il y a du mouvement autour de Jupiter, etc., Kepler avec ses lois, Newton qui formalise ses lois, etc., vous apercevez que pendant 4 siècles, on a instruit le procès de la Terre contre le Soleil, au profit bien sûr du Soleil, et pour arriver à cette idée qu'à la fin du XXe siècle, donc récemment, quand le spatial a démarré, le dogme dominant, c'était la pluralité des mondes, qui quelque part était à la gloire de Giordano Bruno, ce qui me plaît bien. Et donc, on est arrivé avec cette idée qu'il y a de la vie partout, forcément. Si vous regardez ce que les gens disaient, y compris dans cette salle, vous regardez ce que Schatzman et Pecker disaient encore dans leurs bouquins de 60 et 70, ils interprétaient ce qu'on voyait sur Mars en disant c'est des lichens comme ci et des machins comme ça qui apparaissent au printemps. Parce que, alors qu'il n'y a aucune information qui disait cela, tout était interprété avec cette idée qu'il y a de la vie partout. Quand les Américains ont envoyé Viking, ce n'est pas pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, c'est pour caractériser la vie sur Mars. De quel métabolisme s'agit-il? C'était en 1976. Donc, ce n'est pas vieux tout ça.
eh bien, les 20 ans d'exploration du système solaire, elles sont en train de chambouler tout ça. Pas pour revenir à une vision, bien sûr, pré-copernicienne, mais pour essayer d'expliquer qu'en fait, ce n'est pas vrai nécessairement que le cheminement, à partir des quarks qui donnent des atomes, et puis des atomes des molécules, des molécules organiques, et des molécules organiques du vivant, et si possible du vivant l'homme, et l'homme le cerveau, et le cerveau de ceux qui en général racontent l'histoire. Et donc il y a une complexification croissante comme ça, et je crois que ce n'est pas juste, et qu'il faut vraiment combattre cette idée-là. Et qu'actuellement on est entièrement dans ce processus-là qui met en cause cette question de savoir si le vivant est nécessairement quelque chose de prédéterminé et qui ne peut pas ne pas aboutir à l'évolution. Donc c'est absolument là-dedans que l'on est actuellement. Donc incroyable diversité, d'où cette question, comment à partir de l'effondrement d'un même nuage, où on a l'impression qu'il y a une grande unité d'origine, on arrive à cette diversité. C'est ce que j'appelle ce contraste tout à fait dialectique là-dedans. Quels sont les chemins, quels sont les processus responsables de ça, qu'est-ce qui est à l'origine, les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça, comment on fait pour fabriquer ça? Est-ce que la vie a pris naissance tout à fait au démarrage dans la spécificité de ces processus? Et donc, est-ce que c'est quelque chose à nouveau de générique ou de spécifique à notre propre système? Donc voilà. Et, décidément, ça c'est simplement, mais là pour le coup je vais être vraiment rapide, c'est pour dire qu'en plus, depuis les mêmes 20 ans, un petit peu moins de 20 ans, plus on découvre que la Terre est différente des autres, mais qu'il y a des spécificités de toutes les planètes, plus on découvre maintenant que c'est à l'échelle de notre propre système, que notre propre système est différent des autres. Non pas parce qu'à nouveau ils sont tous pareils et que nous on est différents, c'est que tous les systèmes sont différents. Et la manière dont les systèmes sont différents, c'est encore plus rigolo. Et il y a donc la même diversité qui apparaît. Et je vais simplement le dire d'un mot. Plus on découvre des systèmes, et surtout dans cette maison, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, plus on les découvre différents. Et en particulier, donc je passe sur Corot, il y a quelque chose de tout à fait remarquable qui est qu'on trouve des planètes géantes, et pas seulement géantes bien sûr, mais des grosses planètes quand même, très proches de leur étoile. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs quand on réfléchit, on aurait pu le prévoir avant, mais en tout cas personne n'avait prévu avant, et c'est tout à fait fondamental. Je passe là-dessus, ça c'est une courbe que vous pouvez... Il faut que je me dépêche, c'est ça que tu es en train de dire, Daniel? T'as faim déjà, c'est ça? Ouais. Alors, je passe vite pour expliquer, voilà. Pour former une planète géante, il faut être loin. Pourquoi est-ce qu'il faut être loin? Parce qu'une planète géante, c'est une planète qui a récupéré du gaz, et pour récupérer du gaz, il faut avoir un cœur très gros. Et le cœur, c'est typiquement 10 fois la masse de la Terre. Et pour arriver à fabriquer un cœur suffisamment gros pour qu'il y ait encore du gaz, il faut le faire avec ce qu'il y a de plus abondant, et ce qu'il y a de plus abondant, c'est de la glace, comme je vous l'ai dit. Donc ça, forcément, ça se fait loin. Donc les planètes géantes ne peuvent se former que loin, là où la glace est stable, au-delà de 3 ou 4 fois la distance Terre-Soleil. Mais le problème, c'est qu'on en trouve beaucoup plus près. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'en fait, entre le moment où elles sont formées et le moment où on les voit, elles se sont déplacées. Et la migration est vraiment la chose importante. Et donc une planète géante sera... Et qu'est-ce que ça fait qu'une planète se déplace? Il ne se passe rien, ça se passe très vite, il y a toujours du gaz. Mais c'est majeur si à l'intérieur, il y a déjà des protoplanètes qui sont formées, des planétésimaux. Parce qu'à ce moment-là, la planète, au moment où elle passe, elle balaye tout sur son passage. Et en balayant tout sur son passage, on arrive dans une configuration, si elle est tout près de son étoile, elle peut être stable, on va la voir tout près de son étoile. Mais il n'y aura plus de quoi former les planètes internes parce qu'il n'y aura plus le matériau pour fabriquer ce qui, à l'intérieur, va être le carburant de nos propres planètes. Et donc, c'est le grand problème que l'on voit. C'est qu'actuellement, les configurations des autres systèmes tels qu'elles sont, ils ne sont pas forcément compatibles avec notre existence, l'existence de planètes comme les nôtres. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on doit notre existence au fait que Jupiter et Saturne n'auraient pas migré? Et si c'est le cas, pourquoi ils n'auraient pas migré? Et en fait, l'idée, sur laquelle je vais rester que 2 minutes, c'est qu'en fait, nous aussi, ça a migré, mais d'une manière très particulière. Et je vais vous expliquer. Voilà, c'est l'équipe de Nice, Morbidelli, qui nous a proposé ça. Et ça partait d'une idée vraiment que je trouve géniale. Voilà la distribution en taille des planètes internes. Mercure à droite, Mars à gauche. Eh bien, ça, c'est le résultat, tel qu'on le voit aujourd'hui. Eh bien, si vous partez d'un disque comme ça, et que vous laissez le système évoluer pour fabriquer des planètes, vous allez avoir ça comme taille. C'est-à-dire que Mars devrait être plus gros que la Terre, alors que Mars est plus petit que la Terre. Alors tout le monde a dit, bon ben voilà, il y a un truc dans mon modèle, il y a un truc qui ne marche pas, mais après tout, quelle importance? Les gens de Nice sont d'ici. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. C'est que si on a ça plutôt que ça traduit quelque chose de particulier. Et ce qu'ils ont trouvé de particulier, c'est que pour avoir ça, il faut partir non pas d'un disque comme ça, mais d'un disque comme ça. C'est que si effectivement on a des grains qui sont confinés à l'intérieur d'un volume tout petit, à peu près de l'orbite de la Terre, si vous laissez évoluer tout ça, ça va vous donner des planètes avec un Mars plus petit que la Terre. La question, c'est comment on se débrouille pour avoir un disque comme ça. Et le résultat qu'ils ont proposé, c'est ça. Donc ça, c'est la ligne au-delà duquel les glaces sont stables. Jupiter s'est bien formé à l'extérieur, mais Jupiter s'est mis à migrer lui aussi comme tout le monde. Bien sûr, ma flèche rouge, elle est très... c'est symbole, ça spirale comme ça prend quand même du temps, 1 ou 2 millions d'années. Mais il se trouve que
Jupiter est rentré dans le système interne comme ça, jusqu'à le pointillé rouge, c'est à peu près l'orbite de Mars actuelle. Moment où il se trouve que, compte tenu de ce qu'était notre propre disque, il y a une autre planète en train de se former qui s'appelle Saturne. Mais elle a mis du temps, elle, pour démarrer son truc. Et dès qu'elle a eu la bonne taille, 60 ou 80 fois la masse, elle a plongé dans le système interne. Elle est arrivée, comme on dit, en résonance 2-3, c'est-à-dire qu'elle faisait 2 tours quand Jupiter en faisait 3 avec les lois de Kepler. Et tout d'un coup, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le rapport de masse de Jupiter et de Saturne qui a décidé de la suite. Si Saturne avait été beaucoup plus faible en masse, il n'aurait pas empêché Jupiter de continuer, et Jupiter aurait été jusqu'au Soleil, on ne serait pas là pour en parler. Si Saturne avait été plus massif, les deux auraient été vers l'intérieur. Le rapport de masse était tel, et c'est un calcul assez beau qui le montre, décidément, que les deux ont décidé de repartir vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu une migration vers l'intérieur, et les deux sont repartis vers l'extérieur. Saturne a rejoint... Bon, incroyable ce truc-là. Pourquoi je raconte tout ça? C'est parce qu'on a donc obtenu ça avec de la flotte en plus. On va essayer de regarder comment ça marche. Mais vous voyez, tout ça, c'est pour donner cette idée que, comme processus, la migration est parfaitement générique. Il y en a partout, chez nous aussi, comme ailleurs. Mais à chaque fois, ça va être des cas particuliers qui vont dépendre de la manière dont les conditions particulières vont imposer le mouvement. C'est la forme particulière qui va être importante. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'eau là-dedans. Comment est-ce que l'eau est arrivée là-dedans? Et ça, c'est une idée importante par rapport à ce qu'on va encore le dire. C'est que s'il n'y avait que l'intérieur, où il y avait des grains, les grains au centre, ils sont trop près du Soleil, c'était des grains anhydres. Et donc forcément, il doit y avoir des grains de l'extérieur qui sont arrivés à l'intérieur. Et des grains de l'intérieur, d'ailleurs, qui ont été à l'extérieur, c'est grâce à ça qu'il y a une ceinture des astéroïdes qui s'est repeuplée. Et donc, l'eau a été mélangée pendant l'accrétion. Quand on était au bout de l'accrétion, l'eau était plongée dedans parce que c'est de la glace qui est arrivée. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à fabriquer des océans à partir de là? Parce que l'eau était dedans, pourquoi est-ce que l'eau est arrivée à la surface? Et là, il y a quelque chose de tout à fait autre qui est passé et que je vais donner aussi d'un mot parce qu'il est exemplaire de ce problème de la généricité et de la spécificité. C'est qu'au bout de quelques dizaines de millions d'années dans le système solaire, il y avait une cinquantaine d'embryons planétaires, des gros objets. Et c'est eux qui ont commencé à se mettre les uns sur les autres. Il y a eu des énormes impacts des uns sur les autres. Et avec ces impacts, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la géométrie des impacts a décidé de la suite. Et pour la Terre, il y a eu quelque chose comme ça, mais avec une géométrie tout à fait particulière, puisque c'est de la géométrie de cet impact que la suite de l'histoire se raconte. Si l'impact avait été frontal, on n'aurait pas été ici, les deux auraient disparu. Parce que quand on dit que la Terre a eu un impact, c'est avec un objet qui avait au moins le 10e de sa propre masse, plus gros que Mars aujourd'hui. Un impact frontal, les deux disparaissent. Si l'impact avait été très rasant, très tangentiel, la plupart des débris auraient été évacués très loin, et ça ne nous aurait pas donné non plus la Terre telle que l'on l'a. Parce que la géométrie de l'impact a été telle que tout l'impactant, plus une grande partie du manteau terrestre, ont formé un disque autour, un disque circumterrestre, et c'est dans ce disque que la Lune s'est réaccrétée. Mais il y a eu énormément d'effets de ce disque, et je vais vous en donner deux. D'une part, donc, la Lune. Qu'une planète et une Lune, il y en a plein, pratiquement toutes l'ont, mais la particularité de notre système, c'est que la masse de la Lune est suffisante pour avoir un effet gravitationnel sur la Terre. La Lune a un effet sur la Terre. Et c'est Jacques Lascar, à 50 mètres d'ici, qui, il y a 20 ans déjà, a proposé ce truc absolument extraordinaire, en mettant la théorie du chaos au service de l'évolution planétaire, pour montrer que le rôle de la Lune, c'est d'avoir stabilisé ce qu'on appelle notre angle d'obliquité. Vous savez que la Terre tourne en 24 heures autour d'un angle de 23 degrés, la latitude des tropiques. Cet angle-là, il peut tourner sur lui-même en mettant l'angle au sommet toujours à 23 degrés. Pourquoi c'est toujours 23 degrés? Vraiment? Ouais. Eh bien, c'est la Lune qui fait ça. S'il n'y avait pas la Lune, notre angle oscillerait. Et bien sûr, une grosse oscillation de ce truc va faire que les changements climatiques seraient majeurs. La Terre a un climat favorable, peut-être à l'émergence de la vie, mais surtout à la pérennité par l'existence de la Lune. Mais l'autre chose importante, c'est que la Terre est montée très haut en température, 10 000 degrés, ça fait un magma, et quand ce magma s'est refroidi, eh bien, la contraction du magma a mis l'eau vers la surface, et l'eau vers la surface a trouvé les conditions thermodynamiques contenues de la partie de l'atmosphère qui sépare, pour être au-dessus de ce qu'on appelle le point triple, et l'eau était stable à l'état liquide. Donc il y a des océans sur Terre depuis 4,3, 4,4 milliards d'années. Une partie de l'eau est restée dans le manteau, et parce que le manteau est hydraté, que ça a permis de donner naissance à une tectonique de plaques tout à fait particulière, celle qu'on connaît, avec 10 plaques, non pas une comme sur Mars ou 1000 comme sur Vénus. Et c'est aussi la manière dont l'impact a fait ça. Donc cet impact a été fondamental pour la suite des choses. On est en train de me dire que je suis en train de prendre un peu trop de temps pour tout ça, et il a raison. Et donc ça, c'était pour dire cette chose-là. Je vais vous donner deux exemples avec la migration et les impacts. Les processus sont parfaitement génériques, mais on ne peut comprendre l'évolution différentielle de tout ça que si on comprend cette série de processus qui est venue. Donc voilà, diversité, succession de processus, c'est eux qui donnent les chemins d'évolution différents,
Et c'est pour ça qu'on a eu cette diversité qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, Rosetta, il a deux objectifs. Un, cette matière organique, le fameux chaînon manquant, et deux, nous aider à reconstituer cette séquence des processus qui sont gravés dans ce matériau initial qui est là, et qui sont donc responsables de la diversité qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est les objectifs scientifiques. Il fallait trouver une comète. Ça, c'est un dessin que j'aime bien qui montre comment notre comète a été découverte par deux personnes qui s'appellent Churyumov et Gerasimenko. Alors, Gerasimova. Donc, vous voyez ici, dans une nuit, vous voyez ce point-là, quelques heures après, il s'est déplacé un petit peu. C'est ça notre comète, c'est cette observation-là qui a fait ça. Alors, l'histoire veut que M. Churyumov était la personne responsable et que Mme Gerasimova était sa petite main, mais bon, on a décidé, pour une raison que vous comprendrez, de donner les deux noms. Et donc, Mme Gerasimova, qui vit toujours et qui est remarquable d'ailleurs, c'est une femme un peu forte, mais bon. Ils étaient donc soviétiques à l'époque, ils sont devenus russes et ukrainiens, ça se passe à Alma-Ata, tout ça. Et voilà, et donc il a fallu faire un engin avec la possibilité de récupérer par l'arrière une comète à 3 unités astronomiques en passant jusqu'à 5 comme ça et en ralentissant progressivement pour aller à la même vitesse qu'elle. Donc on a fait ça avec des panneaux solaires. Et les panneaux solaires, c'est 2 séries de panneaux solaires qui, chaque série, rentrerait à peu près dans cette pièce. C'est vraiment très très grand. On n'imagine pas la taille de ce bazar-là. Et donc dessus, on a accroché notre petit filet qui fait à peu près 1 mètre cube. Ça vous donne l'échelle du module principal. C'est parti en mars. On a fait un petit rebond sur la Terre un peu après. Voilà quelques images. Alors, il s'est à peu près rien passé, si on peut dire, pendant 10 ans. Et c'est quasiment au 14 juillet dernier que pour la première fois, on a fait des images de ce bazar. Et voilà ce que ça donne. Et on a vu ce truc-là. Et quand on a vu ce truc-là, on s'est dit, oui, aïe, aïe. Jamais on va... Alors les dimensions, c'est 4 km au maximum, c'est tout petit. Hein. Mais c'est quand même beaucoup plus gros que ce qu'on imagine au démarrage. Et donc, voilà. On s'est dit, mais comment on va pouvoir... Alors bien sûr, c'est accéléré ici, ça fait le tour. Mais c'est un peu compliqué quand même, a priori, de se poser sur un bazar comme ça. Donc ça, c'était le 14 juillet. Alors, décidément. Et donc, plus on s'approchait, plus on voyait des choses comme ça. Et donc, les gens se sont dit, on va essayer quand même de voir s'il n'y a pas des trajectoires qui iraient bien. Donc, on a essayé de trouver. Et on a récupéré, grâce à ça, ça, c'est le truc qui le fait tourner. On a essayé de regarder s'il n'y a pas des trajectoires qu'on pourrait avoir pour essayer de se poser là-dessus. Et on a trouvé qu'il y a des sites qui étaient plutôt bien. Et on a sélectionné le site qui s'appelle J ici, qui était bien éclairé, bien à peu près tout ce qu'il fallait. Donc voilà, ça marchait à peu près bien. Ça, c'est les instruments qu'il y avait à bord, qu'il y a toujours à bord du centre principal. Il y a Philae et les 10 autres instruments. Et je vais simplement montrer quelques résultats de ces 3-là. Donc d'abord, quelques résultats de l'imagerie. Donc maintenant, c'est remarquable de penser que tout le monde connaît la forme de ce truc-là. Les premiers articles là-dessus datent que de quelques semaines, c'est-à-dire que les données ont été vraiment données au grand public avant même que ça soit publié. Alors quand on exagère la dynamique, on voit qu'il y a du gaz qui ressort, mais en fait c'est quand même extrêmement faible, parce qu'il y avait, vous voyez, les jets comme ça qui partent d'une manière un peu étrange. Quand on est très près, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les images que je vous montrais tout à l'heure d'une comète très loin. Alors vous voyez que tout se passe comme s'il y avait 2 lobes. Et une des questions qui se pose toujours, est-ce que c'est 2 lobes qui sont arrivés ensemble et donc il y aurait eu un choc, ou est-ce que c'est au contraire un qui est en train de donner 2, c'est-à-dire une érosion qui est en train de séparer les 2? Je dirais qu'il y a à peu près autant de tenants que de l'un que de l'autre, ça varie un petit peu au cours du temps. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l'érosion doit pouvoir être en train de séparer ces 2 lobes-là, mais il y a aussi quelques bonnes raisons de penser que, initialement, c'est peut-être des blocs différents qui sont arrivés dessus. On ne le sait pas encore, on le saura quand on va pouvoir faire la structure interne, et on commence à pouvoir faire de la structure interne de ces objets-là. Donc quand on regarde sur la coupe ici, ce que ça donne, vous voyez une très belle image, moi je trouve ça extraordinaire ces images, de penser à nouveau les échelles ici, vous voyez le lobe du haut, il fait un peu moins de 2 km, avec de l'érosion un petit peu partout. On trouve des débris qui se posent comme ça. Donc il y a des terrasses qui sont recouvertes. Et on trouve un petit peu partout ce mélange de parties érodées qui apparaissent très brutales, et puis des grands dépôts de poussière. Alors c'est très trompeur parce que ce qui paraît très clair fait comme c'était clair. Les objets les plus clairs, ils ont un albédo de 5%. C'est-à-dire que c'est un niveau, ça serait la comparaison, c'est le noir de ma veste ici. C'est vraiment tout noir, ce truc-là. Mais en dilatant, bien sûr, ça nous donne des dégradés et on arrive à montrer des choses comme ça. Donc partout, il y a des choses comme ça, des mélanges de terrasses et de grains. Bon, ça, c'est pour le plaisir de montrer des images comme ça que l'on a avec des accumulations de grains. Très rapidement, on s'est aperçu que ce qu'on appelle des grains ici, ce ne sont que des grains carbonés. Les fameux grains dont on a parlé tout à l'heure, ce sont eux qui sont là. Quand on regarde l'analyse de cela, eh bien, les seules choses qui apparaissent dans les spectres, c'est les composés du carbone, dont on n'a pas encore la composition précise. On va bientôt la voir, je pense. Pardon ?
Ce n'est pas du charbon, ce n'est pas du carbone, ce sont des macromolécules. Donc c'est du charbon, mais avec de l'hydrogène, des groupements NH2, des grands, etc. C'est vraiment des macromolécules, mais qui sont regroupées là-dedans. Alors c'est extraordinaire, ça fait des reliefs absolument merveilleux. Et voilà, ça ne nous engageait pas à trouver un endroit sympa pour aller se poser, mais en tout cas, c'est ça qu'on voulait faire. Et donc, on a beaucoup d'images maintenant à haute résolution, jusqu'à des précisions de détail de quelques dizaines de centimètres, d'à peu près toute la couverture maintenant. Donc on a bien, vous voyez, des endroits qui paraissent très lisses comme ça. En fait, quand on regarde à meilleure résolution, c'est un dépôt comme un rhéolithe, comme à la surface de la Lune, de poussière qui s'est accumulée ici. Et à nouveau, quand on regarde ça, la composition, je crois que j'ai quelques spectres après, on a donné des noms à tout ça, mais peu importe, avec un instrument qui s'appelle Virtis, pour ceux qui ont fait un petit peu de spectroscopie. Donc il y a plusieurs endroits, donc le rouge et le bleu, voilà les spectres ici. Et quand on regarde le spectre ici, on s'aperçoit, ce que j'ai dû marquer ici, que cette grande bande-là, c'est une bande qui est connue des gens qui font de la spectroscopie pour être une banque de tous les composés carbonés qui se mélangent. Donc c'est toutes les liaisons CH, mais à la fois sous forme de ce qu'on appelle aliphatique, les chaînes linéaires comme le butane, le propane, mais aussi les chaînes aromatiques, les chaînes benzéniques, qui donnent cette grande signature-là. En revanche, ici, ce qui est mis avec ces traits-là, c'est les endroits où on devrait trouver de la glace d'eau et on n'a pas de signature de la glace d'eau. Ce qui veut dire que, à l'échelle auquel on regarde ici, qui est quelques mètres en fait, à la surface, à force d'avoir du passage où la glace s'évapore, se sublime en fait, eh bien ça va laisser à la surface un dépôt qui va s'enrichir dans ce qui sont une petite contribution, bien sûr, dans le noyau cométaire, les composés carbonés, c'est quelques pourcents. Mais à la surface, ce n'est pas quelques pourcents, c'est la quasi-totalité parce que l'eau a disparu et vous avez une couche dont on ne savait pas de combien elle était. Est-ce qu'elle fait des millimètres, des centimètres ou des mètres? Mais en tout cas, vu à la surface, ce que vous ne voyez, ce n'est que ce genre de choses. Et Rosina, qui est un instrument qui peut voir à plusieurs dizaines de kilomètres la composition, a commencé depuis, et continue bien sûr, à regarder un petit peu tous les composants qu'on peut avoir, avec des choses intéressantes, parce qu'il y a effectivement des composés azotés, etc. Mais ça, c'est les composés qui sont déjà sortis du matériau et qui sont dans l'atmosphère, dans la coma. La coma, maintenant, on a beaucoup plus de molécules comme ça, donc on commence à avoir une très bonne idée de la manière dont les gaz sortent. Il y a par exemple pas mal de H2S, c'est pour ça qu'on a dit que ça sentait certainement très mauvais là-bas, parce que il y a effectivement tous ces composés. Il y a beaucoup de composés soufrés. Donc voilà, pour arriver à Philae quand même. Donc Philae est ici. La première chose, c'est qu'il y a des... Pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer, parce qu'on va me dire que c'est l'heure de s'arrêter. On a mis des caméras tout autour. C'est des caméras qu'on a développées donc au labo, qui travaillent à très basse température. Et au lieu de faire, pour faire un panorama, au lieu d'avoir une caméra sur un mât, on s'est dit on va plutôt faire des micro-caméras, on va en mettre tout autour. Donc on a plein de caméras. Vous avez ici, vu d'en haut, vous voyez, on a 7 caméras, et ça, c'est tous les champs. J'ai appelé ça Shiva, parce que tout le monde sait que Shiva, c'est beaucoup de bras et un seul cerveau. C'est exactement comme ça que ça travaille. Et donc on a des caméras comme ça qui permettent de voir les panneaux solaires. C'est ça un panneau solaire, au sol avant de partir. Et ça, c'était les trucs qu'on a fait pendant la croisière. Vous voyez les panneaux solaires. Depuis, on est attaché. Ça, c'est une vraie image. On est attaché sur l'orbiteur. Et on voit d'un côté le soleil qui est de l'autre côté, qui se réfléchit d'un côté comme de l'autre. On voit même, on a une bonne résolution. Quand on augmente la dynamique, on voit tout le câblage, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on s'est amusé à faire. On est passé près de Mars à un moment donné. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce qu'on a au premier plan Rosetta. On est accroché dessus, et on voit Mars au fond ici. Et en plus, c'est l'endroit de Mars qu'on préfère, parce que c'est l'endroit de Mars qui est le plus ancien, qui s'appelle Mars Vallis, où probablement, si la vie a émergé ailleurs que sur Terre, c'est là qu'on le saura. Pas le temps d'en parler. Et puis, on est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en septembre dernier. On a fait la même chose, mais ça y est, ce coup-ci, on a notre noyau là-dessus. On était tout content de faire ça. On a notre panneau solaire et le noyau cométaire qu'on voit pour la première fois ici. Ça, c'est une image prise donc le 8 septembre, on est à 50 km. Et le mois suivant, le 8 octobre, on a refait la même, mais bien sûr, le noyau est plus gros ici. Et là, on est à 20 km. Et j'aime beaucoup cette image-là parce que cette image, c'est la dernière image que l'on ait faite du noyau vu de Rosetta, où on voit tout. Et c'est la distance d'où on a été éjecté. On est parti, on a fait une chute libre de 20 km. On a été éjecté à 20 km d'altitude sur un objet qui fait 4, donc vous voyez, on est vraiment... Il fallait trouver les bonnes conditions pour être éjecté dans la bonne, avec le vecteur vitesse qu'on a pu, nous, on pouvait choisir le module et la direction du vecteur vitesse, mais il fallait que la sonde nous mette dans la bonne direction. Et ça a été fait. Et voilà, on a voulu aller se poser là. Donc là, ça, c'est l'endroit qu'on a choisi, avec la petite croix rouge que je marque ici. Vous voyez pourquoi on l'a choisi, parce que je trouvais qu'il y avait un petit cœur sympa à côté, mais ce n'est pas que pour ça. Et ça, c'était les limites d'incertitude qu'on s'était données, 500 mètres de rayon à peu près.
Et voilà, le rêve qu'on avait, c'était, on n'a jamais bien sûr pu faire cette image-là, qu'on soit éjecté, on n'était pas sûr de pouvoir être éjecté, et de descendre comme ça. Et puis d'avoir, à un moment donné, tout ça avec tous les systèmes déployés. Ce n'était pas évident, tout ça c'était replié pendant la croisière, déplier les pieds. Ça, c'est un magnétomètre qui a très bien marché. Les antennes d'une expérience qui s'appelle Concert pour faire de la tomographie à l'intérieur. Et bien tout ça, c'est extraordinaire. On a eu l'image après, pendant la descente, et vous voyez effectivement, vu de l'orbiteur, notre engin sur le fond du ciel, avec les pieds déployés, les antennes Concert ici, et le magnétomètre déployé. C'est extraordinaire. Donc on s'est amusé comme des petits fous avec ce truc-là. C'est une des plus belles images où on nous voit pendant la descente, qui a duré 7 heures. On a descendu en 7 heures, très haut. Et ça, ce sont les dernières images qu'on a faites avant de se poser. On avait une caméra en dessous qui travaillait comme ça en cycle, avec un temps d'exposition toutes les quelques secondes, et qui rajoutait, et on a pris les 7 dernières images, donc ça prenait des images en permanence, et quand on a eu l'endroit où on s'est touché, on a arrêté le système, on a les 7 dernières images. Et donc là, vous avez les 7 dernières images prises avant d'arriver. Donc en rouge, vous avez la distance, l'altitude, 67 mètres, 57 mètres, 48, 38, 28, 18, et ça c'est la dernière, à 9 mètres. Le champ fait à peu près 10 mètres ici. Donc ça, c'est un caillou qui fait quelques dizaines de centimètres. Voilà, c'est là-dessus qu'on devait se poser. Et en fait, c'est là-dessus qu'on s'est posé. Et donc, on s'est posé à 100 mètres de l'endroit qu'on avait vu. À nouveau, pas le temps d'en discuter, mais quand on réalise que ça veut dire d'avoir réussi à une distance qui est quand même, décidément, 500 millions de kilomètres, d'arriver à viser à 100 mètres près d'un endroit, quand on voit tout ce que ça suppose, c'est quand même, c'était pas évident. Donc on était tout contents. On l'a pas su en temps réel qu'on était, décidément, qu'on était à cet endroit-là, mais on a eu un signal disant qu'on s'est posé. Donc on a bu, etc. Mais la première chose qu'on avait programmée, on avait programmé toute une séance, c'était immédiatement de faire les images tout autour, de faire le panorama pour voir où on est. Et donc, paf, je suis remonté pour chercher l'image, et ça, c'est la première image qu'on s'est récupérée. Et là, ça a été l'affreux, parce qu'on s'est dit, oulala, là, nos caméras marchaient bien, on avait fait de belles images juste avant. Donc là, manifestement, c'est 5 minutes après avoir touché le sol, on bougeait. Et si on bougeait, c'est pas qu'on bougeait à la surface, c'est qu'on s'était déplacé. Et on avait d'autres instruments qui montraient qu'effectivement, juste après s'être posé, on bougeait. Et donc, immédiatement, on s'est dit, eh ben, on a rebondi, on est reparti. Et on ne savait pas, on savait à peu près la vitesse à laquelle on s'est posé, à peu près 1 mètre par seconde. Donc vous voyez, de là à là, c'est à peu près 1 mètre, c'est une vraie chute. Mais on ne savait pas si on était parti avec une vitesse qui était supérieure à la vitesse d'éjection pour quitter. La vitesse de libération est de 70 cm par seconde. On est arrivé avec 1,1 mètre par seconde. Donc si on était reparti avec 0,8 ou 0,9, si c'était un bon rebond, et donc on s'est dit oui, aïe, aïe. Peut-être qu'on ne verra plus jamais ce noyau cométaire. On y a juste été, on s'est reposé, on est reparti. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Et ça a pris plusieurs heures de réaliser. D'abord, pendant 2 heures, on voyait le système qui bougeait. Et au bout de 2 heures, on voyait que les systèmes qui disaient que ça bougeait, ils disaient que ça ne bougeait plus. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'on était à la surface, mais on ne bougeait plus. Et donc la scène se passe dans la nuit, là. On s'est dit, on ne sait pas où on est. C'est après qu'on a fait la flèche rouge pour dire qu'on est parti ici, parce qu'on a pu reconstituer la trajectoire. Mais bien sûr, on n'avait aucun moyen de savoir si c'était comme ça. Et donc il a fallu, dans la nuit, c'est là qu'on est actuellement, il a fallu donc, avant 7 heures du matin, refaire toute une séquence d'opérations, se dire, voilà, supposons qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc reprogrammer une image, des images, choisir le bon temps de pause en fonction de ce qui va être la lumière là, qui n'est pas la même. Enfin bon, je ne vous dis pas, c'était l'horreur. Et puis ensuite, on ne savait pas, on a fait ça là, après il faut l'envoyer à l'orbiteur, que l'orbiteur l'envoie à Philae, en supposant que Philae a bien ses émetteurs vers le haut. On ne savait pas si on était la tête en bas ou pas. Bref, c'était une nuit un peu difficile. Et à 7 heures du matin, à peu près à 7 heures du matin, on reçoit cette image-là. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, tous les gens qui étaient là, bien sûr, ont pleuré fort. Le pied de notre engin sur la comète. On était posé, c'était le rêve, quoi. On était posé sur un noyau qui, en plus, était éclairé, et on communiquait, ce qui veut dire qu'on avait les émetteurs dans le bon sens. C'était cette caméra-là. Et on regarde la caméra d'à côté, et c'est encore plus beau. Donc, immédiatement, on a mis les deux en bout à bout, et on a eu cette image extraordinaire d'un bout de comète avec nous posés dessus. On s'est dit, mais ça y est, c'est génial. Et donc ça, ce que je mets ici, c'est un truc qu'on a fait 20 ans avant, et ça a 4,57 milliards d'années. C'est l'objet le plus vieux du système solaire. Donc l'homme a réussi à se poser sur ce qu'il y avait de plus vieux dans le système solaire, qui est cet engin-là. Donc bien sûr, avec une antenne, d'ailleurs une des antennes qu'on voit ici, là, qui est bien déployée, qui touche le sol. Donc on a jusqu'au 12 novembre, c'était un rêve, ce dessin-là, se poser pour analyser tout ça, et c'est devenu une réalité à ce moment-là.
Alors, on a essayé de regarder maintenant comment on était fichu. Donc ça, c'est la première, la deuxième. Et puis, on regarde cette caméra-là, ici. Et puis, quand on regarde là, on voit un pied et rien derrière. Un pied en l'air. On s'est dit, aïe. Et vraiment très sombre ici, on ne voit rien. Mais on a, comme nos caméras sont absolument géniales, il faut bien le dire, on a une possibilité, une dynamique tellement incroyable. Il y a 4 DN là-dedans. Toute l'échelle fait 1000, on n'a que 4 DN. On dilate l'échelle, et voilà ce que ça donne. Et quand on dilate l'échelle, on voit qu'ici, il y a quelque chose. Il y a un énorme rocher. Et quand on dilate encore plus, le voilà ici. J'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, ce truc-là, si je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave, c'est des grands blocs de glace, très sombres, là, pour le coup. C'est éclairé par rebond. Ça, c'est le pied qui rebondit avec sa forme du pied ici. Ça, c'est notre engin qui reçoit un peu de lumière, qui éclaire. C'est ces grands blocs de glace. C'est notre Graal, en fait. On est là où on aurait rêvé être, c'est-à-dire non pas dans le régolithe poussiéreux qui est ailleurs. On est devant les blocs de glace bourrés avec les molécules d'origine, etc. C'est là qu'on est, avec ces fractures. Et puis, on regarde celle d'à côté, ici. Et là, c'est le fond du ciel, parce que ça, c'est des glaires, c'est le soleil qui ricoche, en fait, sur notre optique, et une antenne comme ça. Et là, il n'y a rien. Et puis les autres, là j'ai beaucoup dilaté, c'est noir de chez noir. Il y a 2, 3, 4 DN. Toutes les autres, c'est dans l'ombre complètement, avec un pied ici qu'on voit. Bon, des trucs stéréo, je passe vite. Et donc je fais sur un tableau, je dis voilà, on doit être dans un trou comme ça, il y a un pied en bas, tout ça est dans l'ombre. Là c'est éclairé, le soleil éclaire ce truc-là. Ça c'est le pied avec la belle image double qu'on a faite ici. On a l'antenne concert qui est ici, mais tout le reste, on ne voit rien. Donc on doit être piégé dans un truc. On ne savait pas du tout, et le grand problème, c'est qu'on a de nos panneaux solaires tout autour ici, et donc tout ce qui est ici, bien sûr, ne va pas recevoir de soleil, c'est-à-dire on n'est pas forcément très bien barré. Voilà les images qu'on a faites en temps réel. Donc on est bien posé, mais en fait, un poil de travers. Et ça, c'est le dessin qu'on a fait tout de suite pour montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler, avec les caméras qui regardent. Donc ça, c'est la falaise ici, le pied est bien éclairé comme ça, mais voilà, on a une petite tronche. C'est le genre de choses, on n'avait pas prévu de se poser réellement comme ça. Mais on s'est posé, c'était bien ça le but quand même. Donc de guingois, mais on est quand même posé. Donc on a fait quelques autres trucs, on a tourné un petit peu. Bon. Ça, c'est des images qui sont très belles, qui ont été prises pendant la descente, mais qu'on a récupérées après, avec la caméra. À 15h14, voilà où on est là. À 15h19, on est là, on nous voit ici, vous voyez. C'est les images successives. Et ça, c'est l'endroit où on a touché le sol, avant et après. Et encore, sauf qu'on devait à 15h33 être au sol, et à 15h43, on nous trouve ici, en l'air. Donc voilà l'endroit où on s'est posé, avant, après. Vous voyez les 3 petits points là. Quand on éclaire ça un peu plus, voilà où on est. Donc on a même la trace de l'endroit où on s'est posé avec les 3 pieds qui sont partis comme ça, et hop, et on est reparti. Bon. En fait, on a de la chance, on a beaucoup de chance, parce que d'abord, comme je vais vous le dire dans 2 secondes, l'endroit où on est, c'est le plus bel endroit de la comète au niveau de l'analyse. Donc il fallait être près d'une falaise, pour des raisons que je pourrais vous expliquer. Mais bien sûr, on ne peut pas se poser près d'une falaise, parce que c'est trop risqué. Comment vous faites pour vous poser près d'une falaise? Vous vous posez loin, puis vous ricochez comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait, 3 rebonds. Et en plus, on avait prévu d'analyser automatiquement, on a les instruments avec les spectromètres de masse pour analyser ce qui sortait. En fait, il n'y a rien qui sortait, le gaz ne sortait pas. Donc comment vous faites pour analyser? Il faut lever un nuage de grains pour analyser ces grains. C'est ce qu'on a fait. Ici, on a des grains ont été éjectés, ils sont rentrés dans les tuyères des spectromètres de masse qu'on avait à bord et qui ont été analysés. Et il y en a 2 instruments qui s'appellent COSAC et Ptolémée qui ont analysé ça et qui ont trouvé, eux aussi, donc, une grande richesse de composés organiques. Et ce n'est pas aussi beau qu'on aurait voulu, bien sûr, au niveau de l'analyse. Mais on a fait cette analyse-là, à ce moment-là, en vol. On est resté 2 heures en vol, et pendant que c'était en vol, les instruments ont travaillé, parce qu'on les avait planifiés pour ça. Pas que ce soit en vol, mais pour qu'ils travaillent après, il a fait ça. Donc on a plein de résultats. Il y en a un que je vais donner comme ça, mais vraiment très rapidement. Je vous ai montré qu'il y avait un magnétomètre. Extraordinaire. Il n'y a jamais eu un magnétomètre aussi sensible qui est parti dans l'espace, en plus travaillant à moins 150 degrés. Il a mesuré quelque chose d'important, qui est la variation du champ magnétique depuis l'orbiteur jusqu'au sol, avec tous les rebonds, etc. Le résultat, c'est qu'il n'y a aucun magnétisme rémanent dans le matériau cométaire, n'est absolument pas magnétique. Je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer, on peut le faire après si vous voulez, mais la chose importante, c'est qu'on peut démontrer comme ça que le matériau à partir duquel les comètes sont formées, donc l'ensemble du système solaire, était parfaitement non magnétique jusqu'à des dimensions d'ordre de quelques centimètres. Donc tous les modèles qui utilisent le champ magnétique pour aligner les grains pour faire de l'accrétion ne vont pas. Pour fabriquer des planètes, vous êtes obligé de le faire sans champ magnétique solaire. Je passe là-dessus. Alors bien sûr, maintenant, il faut se réveiller. Alors,
il y a quelque chose de génial, c'est que ce que je vous ai mis ici, en fait, dans le bon sens, c'est-à-dire avec le pied ici, voilà, on a une falaise. Moi, j'ai appelé cette falaise la falaise du Périhélie, parce que le grand risque que l'on avait avant, c'était qu'au fur et à mesure où la comète se rapproche du Soleil, à un moment donné, qui est à peu près à la fin du mois de mars, la température allait être trop chaude pour survivre, parce qu'on doit avoir une température qui doit être en dessous de plus 40 degrés typiquement. Et là, on devrait être tout près de cette maximum. Donc on savait qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ça. Or, le Périhélie, c'est au mois d'août. Je me dis, mais c'est génial, parce que grâce à cette falaise, on est protégé. Et donc, on peut pouvoir travailler jusqu'au Périhélie. Et si on tient jusqu'au Périhélie, on peut durer au-delà. Donc, on va travailler encore 3-4 ans. Donc, bien sûr, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir survécu jusque-là. Parce qu'il ne faut pas être trop froid quand même. Or, actuellement, on a une quantité d'énergie qui arrive sur le lander dont on ne sait pas s'il a maintenu l'intérieur à la bonne température, dont je vous ai dit que c'est aux alentours de moins 70 degrés. Voilà, on a énormément de matériaux géniaux tout près. Je vous ai montré quelques exemples comme ça. On a une diversité de matériaux, depuis ceux-là qui sont un petit peu ces grains carbonés, uniquement carbonés. On a des choses comme ça qu'on peut analyser, ces grandes fractures qu'on voit au-dessus. Ça, c'est ces fameux grands blocs de glace dont on rêve d'avoir la composition avec le truc. Donc, ce site est superbe. Et je vais simplement en terminer en disant, voilà, on a eu un atterrissage un tout petit poil acrobatique, mais finalement, si tout va bien, on va être prêt à partir. Eh bien, le premier réveil, c'est la semaine prochaine. Le 12 mars, à partir du 12 mars, tous les jours, on va envoyer des signaux à l'orbiteur pour que l'orbiteur mette sous tension un des systèmes qui est le système qui correspond avec nous, parce qu'on a deux systèmes. Philae, on a fabriqué un système qui est sur l'orbiteur, qui est le système qui va générer les signaux pour envoyer. À partir du 12 mars, tous les jours, on va envoyer ça pendant 1 heure, et on a un système qui fait que s'il a suffisamment d'énergie, c'est la grande question, s'il a suffisamment d'énergie, alors quelques minutes toutes les heures, il écoute pour dire est-ce qu'on me... Et s'il a assez d'énergie, d'une part pour recevoir le signal, et d'autre part pour répondre, eh bien, il va nous faire coucou. Et donc, à partir du 12 prochain, donc vous le saurez parce que s'il se réveille, on le dira, on va essayer tous les jours pendant 1 semaine. Qu'est-ce qui peut faire que ça va marcher? Qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas? Ce qui peut faire que ça marche, c'est qu'on a donc, pour l'instant, cette falaise. Et quand on s'est posé, on était l'hiver au mois de novembre, non seulement l'hiver sur Terre, mais l'hiver sur la comète. Si on est là où on croit que l'on est actuellement, plutôt dans l'hémisphère sud, on est en train d'arriver au printemps, et probablement le Soleil est au-dessus de cette falaise actuellement. Il est passé au-dessus. Donc si on est au-dessus de l'horizon, là on a déjà, indépendamment du fait qu'on s'est rapproché du Soleil, le Soleil est maintenant suffisamment haut sur l'horizon pour éclairer tranquillement notre affaire. Et éclairer, ça veut dire 2 choses, chauffer, ce dont on a besoin, et surtout charger par les panneaux solaires nos batteries. Et donc c'est ça la grande question. Parce qu'actuellement, pour vous donner un ordre de grandeur, et je vais terminer par là, quand on a fait les observations en novembre, la puissance que l'on avait, c'était 3 watts. Pour rebooter le système, il en faut 5. Pour ça qu'on a fait une rotation à la fin, pour éclairer un petit peu mieux un des panneaux solaires, pour essayer de passer déjà. Donc probablement, on a de quoi rebooter le système. Mais le rebooter le système, si rien d'autre peut faire, pour communiquer, il faut encore 5 watts. Il faut à peu près 10 watts pour à la fois avoir l'ordinateur qui fonctionne et l'émetteur qui peut à la fois recevoir et émettre. Donc c'est ça qu'on va tester la semaine prochaine. Est-ce qu'on a déjà nos 10-12 watts qui permettraient de savoir, et on va savoir à ce moment-là dans quelle configuration les choses se sont terminées le 14 novembre dernier. Si ça va bien, on va voir combien on a de puissance, et en fonction de la puissance, on va réveiller les uns après les autres tous les systèmes pour faire tout, y compris la foreuse, pour aller chercher dans ce matériau génial le truc. Et donc je termine en disant que, voilà, on a avec le spatial une exploration tout à fait particulière du système solaire qui donne à voir réellement, par les processus qui ont généré des chemins d'évolution différents, des choses qui peuvent expliquer pourquoi la Terre est devenue la Terre, etc. Avec Rosetta, on a une étape de plus qu'on va faire, ça pave comme ça, l'exploration. Elle est double cette étape. On va essayer d'avoir accès à ces macromolécules dont on pense qu'elles ont pu être fondamentales pour ensemencer les océans. Et elles vont nous dire, pendant les premiers millions d'années, comment effectivement les objets se sont fabriqués, quelle est la structure à l'intérieur, qui peut expliquer tout ou partie de la manière dont après il y a eu cette divergence des chemins d'évolution. Voilà, je m'arrête là. Merci. Bien. Merci, tu nous donnes vraiment envie de participer à cette aventure. Alors, je crois, à titre d'information, on a le corps humain, c'est entre 50 et 100 watts, donc c'est pour... 200 watts. Nous? Ah, surtout ce soir, là, oui, oui. C'est pas 70, j'avais cru comprendre. Si, si, ouais.
Donc ça fait quand même, ça donne une idée de l'énergie qu'il vous faut, presque rien. C'est rien. Extraordinaire. Alors donc à partir du 13 mars, tu reviens? Si ça se sait, oui. Ouais. Y a-t-il des questions, j'imagine, Jean-Pierre? Ah oui, pardon. Oui, merci. Dans la configuration chaotique actuelle de la sonde sur la comète, où se trouve la foreuse? Est-elle active ou peut-elle être activée ou pas? Est-ce que j'ai une image ici qui le dit? Alors, je vais reprendre l'image. Voilà, si on prend cette image-là, oui. La foreuse, ça c'est le haut de la foreuse. La foreuse est vers le bas ici. Bon, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'effectivement, on est contre... Donc, aucune chance de forêt, je pense. Si, au contraire. Ah, si? La foreuse a déjà travaillé une fois, et on s'est aperçu, on a fait une image avant-après, parce qu'on a une image en dessous qui permet. On s'est aperçu, on n'a vraiment pas de chance de ce point de vue-là. La comète est super, elle a vraiment coopéré avec nous pour beaucoup de choses, mais pas là-dessus. On est juste rentré dans un endroit où il y a un trou de 60 cm, et elle perce à 40. Mais par une petite rotation de l'ordre de 20 degrés, ça suffit pour... parce que ce que vous voyez ici, c'est que par rapport aux pieds qui sont ici, ça tourne. Et on peut le tourner comme on veut. Donc on peut le tourner ça pour orienter la foreuse. On ne se rend pas compte, mais il y a du sol derrière ici. Et le sol derrière, à part ce bloc qui est à 60 cm, le reste varie de 20 à 40 cm. Donc on peut, en principe, positionner la foreuse devant un endroit où on pourra aller chercher des échantillons. Oui. J'ai cru comprendre quand même que l'analyse de l'eau avait été faite et on déduisait que l'eau qui est sur cette comète n'est pas de même nature. Après, je vais te répondre. Ah, tu me répondras? Ouais, bien sûr. La semaine dernière, le directeur de vol de Rosetta a indiqué que la comète ralentissait dans sa rotation. Quelles sont les causes et les conséquences que vous voyez à ce ralentissement? Alors d'une part, quand on parle d'un ralentissement, c'est un ralentissement extraordinairement faible. On a une précision actuellement sur l'ensemble du mouvement tel que l'on peut voir des variations qui sont très très inférieures au pour 1000 ou au pour 10 000. Donc ce sont des variations extrêmement lentes. Donc effectivement, la comète actuellement, comme tout mouvement chaotique, elle n'a aucune raison d'être stable dans ces mouvements-là. Et il y a quelque chose qui domine de plus en plus, bien sûr, au fur et à mesure où on se rapproche du Soleil, c'est la manière dont elle dégaze. Et donc la manière dont elle dégaze, qui est aussi d'ordre chaotique, peut très bien faire que ça va modifier son moment cinétique, et donc ça peut modifier effectivement sa rotation apparente. C'est-à-dire que ce n'est pas une rotation simple, c'est toujours un battement. Il y a de la précession et de la nutation. Donc en fait, quand on parle de ça, c'est le mouvement global. On est toujours, l'énergie se conserve, le moment cinétique se conserve. Mais le mouvement propre, effectivement, le fondamental par rapport aux harmoniques peut effectivement évoluer, mais évolue extrêmement faible. On était à 12h40, on passe à 12h39 quelque chose, donc c'est vraiment rien. Mais donc c'est certainement et uniquement un effet de dégazage. Excusez-moi, j'ai une deuxième question. Hier, il y a eu aussi une conférence de presse sur Dawn, CERES, oui. Qui va explorer, enfin qui va tourner autour de CERES. CERES, oui. CERES présente des points brillants qui sont supposés être des dépôts de sel. Est-ce que les points brillants que l'on a constatés sur la comète sont de même nature ou n'ont rien à voir avec ce que l'on imagine sur CERES? Alors, il y a deux choses. Il y a la mesure et puis après l'interprétation. Au niveau de la mesure, on n'a pas encore de mesure qui permet de dire qu'il y a quelque chose qui ressemblerait sur le noyau cométaire à ce qu'on va trouver sur CERES. Attendons de voir, il y a les mêmes instruments. En plus, il y a un instrument équivalent de Vertis et sur Vir là-bas. Donc, on a les mêmes instruments et on va pouvoir comparer la composition. Mais on a de bonnes raisons de penser que les objets ont des compositions, en tout cas à la surface, très différentes. Alors, ça va retrouver un petit peu la question que posait Daniel à propos de l'eau aussi, du dessurage, etc. Parce que beaucoup de choses se disent et ne sont pas forcément... CERES, comme Vesta, comme les astéroïdes, sont des objets qui, par rapport à cette comète, sont relativement tardifs. Pourquoi? Parce que, je vous ai montré, si on croit ce modèle de la migration, Jupiter a d'abord tout viré, pour l'essentiel, et il a fallu repeupler tout ça. Ça a pris quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années, pour repeupler quelque chose qui avait une dimension suffisante. Probablement la masse était supérieure à la masse d'une planète, et donc on a formé toutes
tous les objets de la ceinture des astéroïdes. Mais c'est une formation relativement tardive et qui s'est faite à partir d'un repeuplement qui a deux origines. D'une part, du matériau externe, donc qui est très proche du matériau cométaire, on va dire, puis du matériau interne, qui est très proche du matériau qui vient de nos propres planètes, c'est-à-dire dominé par des silicates. Donc, Cérès, comme Dawn, comme Vesta, etc., sont effectivement des résultats de ce repeuplement-là. Mais plus que ça, quand on a des objets qui font plusieurs centaines de kilomètres, ce qui est le cas de ces objets-là, ils ont suffisamment d'énergie radioactive, uranium, thorium, potassium, pour avoir, par dégagement d'énergie radioactive, un métamorphisme interne qui fait qu'il y a une différenciation. Donc très vraisemblablement, il y a à l'intérieur de Cérès, pas forcément un noyau et un manteau, mais ce n'est pas exclu que les matériaux les plus denses aient pu migrer vers le centre, avec vers l'extérieur des matériaux avec des sels qui sont de beaucoup plus faible densité. Donc le devenir de ces objets n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on appelle les petits corps, qui sont des objets de taille kilométrique ou quelques dizaines de kilomètres, qui n'ont pas assez d'énergie interne pour avoir subi une modification. Donc Cérès et Vesta sont intéressants parce que justement, ils sont relativement anciens, enfin ils sont très anciens, mais ils ont suffisamment d'énergie pour avoir été modifiés au cours du temps. Donc ils vont nous dire les premières étapes de la différenciation planétaire. Les comètes, elles sont trop petites pour avoir suffisamment d'énergie pour avoir été transformées. C'est pour la meilleure preuve, c'est qu'il y a encore de la glace dedans. La glace n'est pas partie, sauf quand elle passe près du Soleil. Il faut voir que chaque fois qu'un noyau cométaire passe près du Soleil, pour un noyau comme celui-ci, il y a plusieurs mètres qui partent. Ce qui veut dire qu'il va faire quelques centaines, quelques milliers de tours, et c'est tout. Et comme il fait ça en quelques années, vous voyez une comète, à partir du moment où une comète devient une comète, c'est un objet qui s'envole comme ça autour du Soleil, c'est son champ du cygne. Ça va vivre quelques milliers d'années, ce qui n'est rien comparé aux 4,5 milliards d'années. Donc un noyau cométaire, c'est un truc qui a été formé il y a 4,7 milliards d'années, qui est resté dans un réservoir où rien ne s'est passé pendant tout sauf quelques milliers d'années, et qui là, tout d'un coup, par la perturbation d'une étoile pour certaines, comme je vous ai dit, ou bien des planètes géantes, voit sa trajectoire qui se modifie. Mais à nouveau, cette modification est très récente, et il y a eu très peu de modifications de la composition grâce à ça. Donc c'est des choses tout à fait différentes. Le matériau qu'on analyse sur une comète, c'est réellement le matériau qui était là il y a 4,6 milliards d'années. Le matériau de Cérès est un matériau qui, d'une part, s'est formé relativement tard dans l'histoire, à nouveau par ce repeuplement, mais surtout sur un objet qui a eu la possibilité de faire du métamorphisme. Alors un mot à propos de l'eau, justement. Un des traceurs de l'origine de l'eau, c'est le rapport deutérium sur hydrogène. Deutérium et hydrogène sont deux isotopes donc, de l'hydrogène, mais qui ont, parce qu'il y en a un qui a une masse double de l'autre, c'est le seul rapport isotopique à un tel rapport de masse. Et donc, il y a très peu de deutérium dans le système solaire, d'une manière générale, parce qu'il y en a très peu dans les étoiles, parce que le deutérium brûle pour faire de l'hélium-3 et de l'hélium-4 dans les réacteurs nucléaires, que sont les étoiles. Donc, il y a très peu de deutérium. Et puis, ça s'est mélangé. Donc, le deutérium et l'hydrogène qu'on a dans notre système, c'est ce qu'il y avait de disponible dans la galaxie quand notre système s'est formé. Et donc, c'est normal qu'on trouve un petit peu de deutérium par rapport à l'hydrogène, mais c'est un taux très faible, c'est de l'ordre de 10-5, 100 millième à peu près. Et alors, on se dit, voilà, essayons de... Donc, on mesure très bien le rapport d'essurage dans l'atmosphère du Soleil, on mesure bien le rapport d'essurage dans la Terre, et dès qu'on a un truc extraterrestre, on le mesure aussi son rapport. On essaye, par le rapport d'essurage que l'on mesure, d'avoir une idée de savoir d'où vient l'eau en particulier, puisque dans nos océans, il y a de l'eau H2O, mais il y a aussi de l'eau HDO et de l'eau D2O, bien sûr, en proportion du rapport d'essurage. Et quand on fait ça, on a des chiffres qui sont toujours, je veux dire, des petits facteurs près, toujours les mêmes malgré tout, mais enfin qui peuvent varier, et on pense que cette variation peut être significative. Et quand on regarde maintenant ce qui se passe dans les comètes, on s'aperçoit que selon la manière dont vous mesurez le rapport d'essurage sur les comètes, vous n'allez pas trouver le même rapport. On peut mesurer le rapport d'essurage dans les comètes dans la coma et dans les queues, ce qu'on fait depuis le sol avec des radiotélescopes. Et pour la première fois, on a fait ça différemment, bien sûr, avec Rosetta, parce qu'on était sur place. Et donc, c'est des spectres de masse qui ont mesuré ce qu'il y avait dans l'environnement très proche. Et là, on trouve une grande différence. On trouve que le rapport d'essurage dans l'environnement, il est à peu près 3 fois plus grand que le rapport d'essurage dans les océans terrestres. Et donc, beaucoup de gens, dont une partie de ceux qui ont rédigé l'article, d'ailleurs à tort, ont dit ben ça montre que l'eau des océans ne vient pas des comètes. C'est pas vrai. Ça ne montre pas ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ça ne montre pas ça? Parce qu'on ne mesure jamais le même rapport d'essurage, en fait. Dans un océan, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le dessurage dans une molécule d'eau, essentiellement. Mais entre le rapport des éléments et l'eau, il y a eu tout un processus qui a fait une chimie. Et cette chimie-là
elle est sensible aussi au nombre de neutrons, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle du fractionnement. La chimie va induire une modification du rapport, qui peut être dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Quand on prend de l'eau liquide par exemple, on fait un changement de phase, on la chauffe, on récupère la vapeur d'eau, on mesure les rapports isotopiques, on n'a pas du tout la même chose. Un changement de phase comme ça va favoriser en phase vapeur les légers sur les lourds et bien sûr va enrichir les lourds par rapport aux légers. Donc un réservoir dans lequel on fait beaucoup de changements de phase, ça va enrichir systématiquement. Ce qu'on a mesuré, ce que Rosine a mesuré, c'était au mois d'août dernier, on était très loin. C'est quoi? C'est essentiellement la vapeur d'eau qui est partie de cette couche de surface. Mais nous, on s'est aperçu que cette couche de surface, elle est très différente de ce qu'on imaginait. Si on a rebondi, c'est qu'en fait, ce n'est pas le carbone qui nous a viré, c'est qu'en fait, la densité de cette comète est très faible, 0,5 à peu près. Donc il faut imaginer de la glace très poreuse, mais qui, à force d'avoir cette transformation à la surface chaque fois qu'on passe près du Soleil, il y a ce que les physiciens appellent du frittage qui s'est fait, et on a comme une structure comme ça qui fait trampoline en fait à la surface. Nous, on a eu un véritable effet trampoline qui nous a rééjectés. Mais cette eau-là, qui a été transformée comme ça, elle n'a aucune raison d'avoir un rapport isotopique qui est celui du bulk à l'intérieur. Donc, je suis prêt à parier que quand on va refaire des mesures plus profondes, parce qu'essentiellement cette eau-là va commencer à sortir, on va trouver des rapports isotopiques très vraisemblablement différents. Donc, attendons pour savoir. Mais l'autre chose qui n'est pas juste, c'est quand les gens disent que l'eau vient non pas des astéroïdes, mais pas des comètes, mais des astéroïdes, ça n'a pas de sens. D'où vient l'eau des astéroïdes? Justement, dans ce mélange-là, l'eau qui est dans les astéroïdes, elle vient de la ceinture externe, elle vient de ce... Donc c'est le même réservoir initial. Les rapports isotopiques ne font que te dire quels sont les processus chimiques qui ont eu lieu au moment de l'incorporation. Est-ce que c'est de l'eau sous forme... Est-ce que c'est de l'eau qui est arrivée ou est-ce que c'est du dessurage à l'intérieur de composés carbonés, etc. Est-ce que vous avez un risque d'être éjecté par le dégazage ou... On a énormément de risques. Je ne vais pas vous amuser. Tout ça, c'est incroyablement risqué. Là, actuellement, on a un pied qui a l'air d'être très à l'ombre. Donc, ce n'est pas le premier qui va dégazer. Mais là, c'est en plein soleil. S'il y a de la glace, là, ça va bouger. Donc, probablement, ce truc-là, ça va nous faire bouger. Or, on n'est pas ancré. Nos harpons n'ont pas marché. On a des systèmes qui ont marché et d'autres pas. On avait effectivement, en principe, à bord, 3 systèmes qui devaient nous ancrer dès qu'on se posait. Ces 3 systèmes, c'est d'une part, dans les pieds, ici, on a des vis sans fin qui devaient se mettre. Mais pour ça, il fallait bien se poser. On avait des harpons, que je peux vous montrer d'ailleurs, parce que j'ai les photos des harpons dans un vieux coin, qui devaient être éjectés au moment du truc. Voilà, les harpons, c'est comme ça. Ça, c'est le dessous. Vous voyez, on a 2 harpons comme ça, qui auraient dû être éjectés au moment où on touche. Un d'entre eux, comme ça. Ils n'ont pas été éjectés. Et c'est pour ça qu'on a rebondi. Et puis on avait aussi un système sur le dessus, avec des petites tuyères et du gaz qui devait envoyer du gaz dans les tuyères pour nous pousser au sol, avec une vanne qui ne s'est pas ouverte aussi. Eh bien, c'est ça qui fait qu'on a rebondi. Et pourquoi on voulait s'ancrer comme ça? C'est justement pour éviter que quand on va faire du forage, on risque de... Parce que si vous forez sans être ancré, comme avait dit Pagnol, après, c'est plus l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Donc là, ça va être la même chose. Le risque, c'est qu'on croit forer, mais en fait, on ne fore pas. Mais on se met à tourner autour de la foreuse. Donc, ça avait un sens de faire ça. On peut toujours essayer d'envoyer les harpons. Mais vous voyez que quand vous envoyez le harpon, au moment où vous l'envoyez, c'est vous qui partez. Donc, il faut l'envoyer vite pour que c'est une fraction de seconde et qu'après, on ait la ficelle qui nous retire. Parce qu'on a quand même des ficelles pour nous retirer dessus, qu'on ne voit pas là-dessus. Mais bon, tout ça, c'est un système pour dérouler le... Donc ça, on va le faire, si on a besoin de le faire. On peut toujours essayer de le faire. Mais on le fera qu'à la fin, si vraiment rien d'autre ne marche. Pour l'instant, rien ne dit qu'on a besoin de tout ça. Non, mais c'est bien de donner la mesure de la complexité du système. Oui. Merci pour votre exposé. L'intensité de la gravité sur cette comète-là, vous avez une idée un peu? Ah bon, on a une bonne idée. On connaît la masse de la comète. La masse de la comète, c'est 10 puissance 13 kg. 10 puissance 10 tonnes, c'est pas gros. Hein. Et donc, on a une gravité toute petite, effectivement. Je vous dis, la vitesse de libération, c'est 70 cm par seconde. La gravité est à peu près 10 puissance 5 fois plus petite que notre gravité. Alors, une dernière question. Tiens, à côté de toi. Où suis-je? Combien d'hommes pour concevoir un tel système sur 5 ans? Voilà une bonne question. Alors,
Ce n'est pas une réponse facile. Alors si vous parlez que de Philae, ce n'est pas une réponse simple parce qu'il y a toujours des ramifications. Mais au premier ordre, ça fait très peu de monde d'abord. C'est ça qu'il faut voir. Ça fait peu de monde comparé. En Europe, d'une manière générale, on travaille avec très peu de gens comparé en particulier à la NASA. Par exemple, si vous êtes à l'ESOC, tout le système opérationnel, c'est-à-dire tous les gens qui sont occupés de toutes les opérations, la navigation, etc., ça se mesure en un petit nombre de dizaines, et un petit nombre de dizaines. Ce n'est pas grand-chose. Alors sur Philae, d'abord, il y a 10 instruments. Chaque instrument, c'est une équipe scientifique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été très efficaces, mais il y a 10 équipes scientifiques, avec des jeunes, des gens qui vont passer des thèses, etc. Donc déjà, ça fait 10 équipes scientifiques avec, on va dire, une bonne dizaine de pays qui sont impliqués là-dedans. C'est au niveau européen que ça se passe. Au niveau ingénierie, il y a des ingénieurs pour les instruments et puis des ingénieurs pour les systèmes eux-mêmes. Alors, il y a des choses qu'on a sous-traitées. Par exemple, toute la structure, c'est une structure en fibre de carbone qui a été sous-traitée dans une usine qui fait ça. Combien ils étaient à travailler là-dessus? Pas grand monde, parce que c'est proportionnel à l'argent qu'on y met. On avait peu d'argent à y mettre. Donc, je vais dire que pour chacun des sous-systèmes, c'est moins d'une dizaine. Et on a une dizaine de sous-systèmes. Donc, au total, voilà, on va dire qu'il y a une centaine de personnes qui, à un moment donné de leur vie, sur les 20 dernières années, ont travaillé dessus. Mais pas pendant les 20 ans, bien sûr. Mais ils sont intervenus dessus. Donc les ordres de grandeur, c'est ça. On va dire c'est 2 fois une centaine de personnes si je mets la science et les systèmes côte à côte. Mais la structure de décision qui, elle, a été permanente, c'est une structure, il y a un groupe projet qui fait 5 personnes, avec 3 chefs de projet et 2 scientifiques, donc, et c'est ces 5 personnes-là qui ont géré l'ensemble du développement depuis 20 ans, on va dire, à peu près. Mais avec à nouveau des ramifications dans... le CNES, il y a des gens au CNES qui étaient là pour suivre le développement, etc. Alors bien sûr, ils ne font pas que Philae, mais il y a une certaine fraction du CNES qui a travaillé pour nous. Voilà, donc il y a encore une question d'un jeune garçon, là. On a un public nouveau. Merci déjà pour votre exposé. Et j'aimerais savoir, tous les systèmes dont vous avez parlé sont très économes en énergie. Toutes les technologies que vous avez inventées. Vont-elles servir du coup à de prochaines explorations ou même peut-être dans le quotidien, enfin dans les décennies qui arrivent, vu qu'elles sont très économes en énergie, ou est-ce qu'elles sont vraiment très spécialisées? Ah ben non, j'ai mon... Non, ça y est, j'ai oublié que je n'ai pas enlevé la pile. Ouais. Voilà encore une très bonne question. Écoute, oui, les technologies qu'on a utilisées sont très, très économes en énergie, et pas seulement de ce point de vue-là, on a miniaturisé beaucoup. Les caméras qu'on a fait là, par exemple, elles volent un peu partout. C'est-à-dire qu'on a une de ces caméras, elle est sur Mars actuellement. Une partie des photos que tu vois sur Mars, elles sont faites à une de ces caméras-là. Il y a des caméras qui ont volé sur pas mal d'autres missions. Donc, la première partie de ta question, est-ce que ça sert à d'autres missions? La réponse est oui. Chaque fois qu'on a un programme comme ça, on essaye de profiter de ce programme pour faire passer un seuil à nos technologies. Et en permanence, on travaille là-dessus. En fait, dans le spatial, surtout dans ce genre d'exploration, on essaie de tenir toujours tous les bouts de la chaîne, c'est-à-dire de préparer aujourd'hui les technologies dont on aura besoin dans 5, 10, 15, 20 ans, comme on a fait à l'époque. Et aujourd'hui, on développe ces technologies-là sur la base, bien sûr, de ce qu'on... Et dès qu'il y en a une qui est prête, elle vole. Mais une mission comme ça ne peut avoir lieu que parce qu'on peut démontrer que les technologies sont là. C'est toujours dans ce sens-là. C'est pas, allez, tiens, on va aller sur une comète, maintenant essayer d'inventer les techniques. Non, on a fait cette mission-là parce qu'on a pu démontrer qu'on était capable de fabriquer les instruments qui allaient bien. Donc ça, c'est vrai, c'est très... C'est un système très efficace qu'on a en particulier en France avec ce qu'on appelle les laboratoires spatiaux qui travaillent en partenariat avec une agence qui est le CNES et une industrie aérospatiale très performante. Et donc en permanence, on fait ce genre de choses avec des rôles très particuliers. Parce que comme c'est sur des longues durées, le privé ne peut pas investir. Il n'y a personne dans le privé qui peut lancer un truc qui va marcher dans 25 ans. Les laboratoires spatiaux le peuvent parce que le propre de la recherche française, qui est une recherche d'État, peut se permettre de faire ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Est-ce qu'il y a des retombées? C'est toujours une question qu'on pose. Est-ce qu'il y a une retombée de ce genre de choses? Et je dirais 2 choses. La première, c'est que pour moi, la retombée la plus importante, c'est ce que je mettais dans la dernière slide, c'est ce qu'on peut appeler une retombée culturelle, mais qui va bien au-delà de tout ça. L'exploration, en particulier du système solaire, mais pas seulement du système solaire, ce qu'on a trouvé avec les exoplanètes, mais ce que Planck a trouvé, etc., a chamboulé totalement notre vision de la Terre en particulier, dans l'espace et dans le temps, de notre histoire, de notre géographie, de ce que sont les choses. Le fait que la Terre est une, qu'il faut faire tous les grands problèmes qu'on a sur la mondialisation, etc., ça percole dans tous les champs d'activité humaine. Donc la plus grande retombée qu'on a de ça, c'est une retombée culturelle qui va bien au-delà
de simplement la retombée technologique en disant on a fait une technologie qui peut servir pour le traitement de telle ou telle chose. On ne prend pas la mesure de ça, parce que comme toujours, quand on est dans une révolution, on n'a pas le recul pour en prendre la mesure. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Une grande partie actuellement de l'activité humaine est basée sur l'idée que l'on se fait actuellement de l'évolution. Tout ce qu'on entend dire d'ailleurs à propos de l'écologie, etc., ne fait que refléter cette chose-là. Donc ça, c'est la retombée la plus importante. Et quand on regarde l'investissement que ça suppose, c'est ridicule comparé à ça. On parle toujours les coûts de ce genre de choses. On dit que le coût d'une mission comme ça, c'est de l'ordre du milliard d'euros. Il faut voir que c'est 1 milliard d'euros pour 25 ans, pour 25 pays. La contribution individuelle, mais c'est des centimes que tu y as contribué quelque part, indirectement, ou tes parents. Mais la contribution, c'est à peine plus qu'un satellite de télécommunication. Donc on en envoie rien qu'en Europe 10 par an, et dans le monde plus que ça. C'est le même ordre de grandeur. Donc on ne coûte pas plus cher que ça, mais les retombées sont... Je ne dis pas que c'est mieux qu'autre chose, je ne mets pas de jugement de valeur, mais c'est la retombée principale. Après, au niveau des technologies, oui, bien sûr. Une grande partie des technologies qu'on utilise sont après utilisées dans beaucoup d'autres choses. Une grande partie de tout ce qui est le thermique en particulier, tout ce qu'on appelle les nouveaux matériaux, que tu fasses du ski ou n'importe, tous les nouveaux matériaux qu'on utilise sont directement liés à ça. Et puis il y a d'autres choses que l'on fait, en particulier pour le solaire. On est obligé, nous, de développer des panneaux solaires le plus efficaces possible, qui sont les plus légers possibles. On fait actuellement des panneaux solaires qui ont une épaisseur de 40 microns, qui sont vraiment des films sensibles. C'est ça qui va demain, parce que dans l'espace on n'a que ça pour l'essentiel, c'est ça qui va, tous les systèmes photovoltaïques vont utiliser ça très bientôt à l'échelle de la planète. Donc il y a bien sûr des retombées, mais il ne faut pas justifier les investissements que comme ça. Je pense que l'investissement de recherche fondamentale a un retour encore plus important parce qu'il change complètement notre manière de voir. Et l'autre retour très important, c'est que ça permet de faire de la coopération internationale et d'avoir des relations entre les gens, des relations entre les peuples, des relations entre les cultures, autrement plus importantes. J'étais la semaine dernière au Japon, je me balade un peu partout pour... On s'aperçoit que des gens qui ont des cultures, des patrimoines, des histoires différentes s'intéressent à un même moment à ce genre de choses parce que ça modifie totalement la perception des questions. Et la possibilité d'échanger comme ça est beaucoup plus importante que le reste. On a trop l'idée qu'une coopération, c'est technique contre technique. On ne participe à une coopération que si on échange de la technologie. Non. Nous, on a accès à des technologies que d'autres n'ont pas, mais ils ont de l'histoire, eux, à échanger ou d'autres types de patrimoine. Et donc, cette coopération-là est fondamentale. Donc, les retours sont autrement importants. Et Philae, le fait que Philae ait été connu partout dans le monde, grâce à la manière dont on a parlé de ça, procède de ça. Donc, je dirais que le retour là-dessus est plus important, même s'il n'y avait aucun retour technologique. Bien, sur ces mots, je crois qu'on va clore cette conférence. Merci Jean-Pierre. Remarquable. Voilà, bonsoir et rendez-vous donc le 7 avril.